Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Bonjour Lauriane, ça fait plaisir de te recevoir. Bonjour. Bon, Lauriane est un petit peu stressée et moi aussi parce que ça fait un moment que j'ai pas enregistré d'épisode. J'essaie de le faire en batch et le dernier remonte à quelques temps. Donc toujours un petit peu le temps de se remettre et tout, mais c'est pas grave, ça va être sympa. Donc aujourd'hui un épisode un petit peu spécial dans le sens où ça va pas nécessairement parler de alors je m'en éloigne un peu parce que je parle beaucoup de bodybuilding, de bodybuilding, de musculation, l'entraînement, la physiologie, tout ça. On va passer par ton parcours de kinésithérapeute parce qu'il est intéressant, mais on va pas parler que de ça, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que on va parler un peu de surf, de tumbling aussi, qui est une activité qui fait partie de la gymnastique dont, si tu veux, le nom, je n'avais jamais entendu parler avant de savoir que ça portait ce nom-là, même si je connaissais la pratique. Et de ton parcours de kiné, ça je l'ai dit, et puis un peu d'images et de réseaux sociaux, parce que mine de rien, j'ai quelques petites questions sur ça, et je pense que ça intéresse du monde. Donc voilà, mon intro légendaire de 1 minute, enfin légendaire, je sais pas si elle est légendaire, elle est terminée. Je vais te laisser te présenter s'il te plaît pour démarrer. Alors bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Lamprin, j'ai 28 ans et je suis kinésithérapeute et ancienne membre de l'équipe de France de tumbling. Donc un sport souvent méconnu, mais donc qui fait partie de la gymnastique comme il vient de dire, et mais qui souvent plaît quand c'est vu en fait. C'est un sport qui est peu connu, mais qui demanderait à être plus connu. Ouais, alors t'as été champion de France, t'as fait une bonne place aussi au championnat du monde, si je me... Ouais, tout à fait. J'ai fait 7 fois championne de France, 3 fois en individuel et 4 fois par équipe, et 2 fois médaillée de bronze au championnat d'Europe et 2 fois médaillée de bronze au championnat du monde par équipe. C'est assez impressionnant quand même parce que j'ai regardé un peu, j'ai regardé ton parcours. T'as un parcours assez, original, assez extraordinaire quand même parce que t'as eu ce début de carrière en tout cas dans la gymnastique, dans le tumbling. Ensuite, t'as eu une blessure. Ouais. Je sais que tu en as beaucoup parlé, forcément dans ton livre aussi. J'ai envie un petit peu d'en parler parce que je suis curieux et je trouve ça assez fou, surtout la fracture vertébrale. Ça a dû être un truc assez particulier. Et puis t'es revenu, et finalement t'es revenu pour pas revenir totalement et finalement basculer dans le surf. Ça c'est original. Je suis revenue, en fait, j'ai vraiment refait tout ce que je voulais faire en équipe de France, parce que je suis revenue en équipe de France, j'ai refait des médailles internationales après ma blessure. Et en fait, une fois que j'avais fait vraiment le tour de mon sport, là, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. Et je me voyais pas ne plus faire de sport. Donc là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me lancer dans le surf. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est le tumbling? Alors, concrètement, cette activité un peu bizarre a priori. Alors en fait, c'est une piste de 25 mètres avec une course d'élan de 10-11 mètres et une réception de 6 mètres. Et on doit enchaîner 8 acrobaties. Donc le but, c'est de faire des acrobaties les plus difficiles possibles et les plus jolies, on va dire, les réaliser de manière la mieux possible. En fait, il faut que tu fasses des acrobaties et que lorsque tu atterrisses, tu sois, j'imagine, je vais essayer de le dire avec mes mots de non-connaisseur, il faut que tu restes droite, il faut que on n'ait pas l'impression que tu aies perdu l'équilibre, c'est ce genre de choses qui est jugé? Alors, quand on est dans les acrobaties, en fait, c'est d'avoir les jambes, si elles doivent être pliées, elles doivent être bien pliées. Si elles doivent être tendues, elles doivent être bien tendues jusqu'aux pointes de pied. Les bras doivent être tendus, le corps doit être tenu, gainé. Et par exemple, à la réception de la dernière acrobatie, il faut réceptionner et stabiliser. On ne doit pas perdre l'équilibre, on ne doit pas tomber, on ne doit pas poser la main. On doit arriver sur nos 2 pieds et stabiliser le mieux possible. C'est difficile, ça? Comme tout, ça demande de l'entraînement, comme tout sport, comme tout. Non, mais si je te pose la question, c'est parce que souvent, en fait, ce qu'on voit à la télé, c'est ceux qui ont déjà un gros niveau, tu sais, et il y a une espèce de fluidité. Enfin, moi, j'ai l'impression, je vois ça, je me dis, bon, ils ont l'air de faire ça assez facilement. C'est quand même un peu comme le cirque, on sait qu'il y a un paquet d'heures de travail. Par contre, je me suis toujours posé une question dans ce genre de pratique, surtout où il y a beaucoup de sauts.
L'acrobatie, c'est se dire comment tu fais pour savoir à quel endroit tu es en l'air. Ça c'est la répétition, c'est l'entraînement. En fait, à force, l'oreille interne, tous les récepteurs vont s'habituer à ce mouvement et du coup, petit à petit, à force de répéter, on va savoir où on est. Mais c'est sûr que les premières fois où on le fait, on sait pas où on est. C'est souvent ce qui en ressort, c'est oh là, je sais pas où j'étais, j'ai failli arriver sur la tête. Mais comme souvent, en fait, on va apprendre, par exemple au trampoline, on va apprendre avec des longes, comme on voit dans les fêtes foraines. Ils ont un trampoline avec les cordes où jouent les enfants. En fait, on apprend avec ça. Ça permet de, même si on se perd en l'air, de pas se faire mal. Et puis après, on apprend dans une réception molle où c'est une fosse à cubes en fait, où c'est plein de mousse. Et donc si on réceptionne mal, pareil. Et puis une fois qu'on a répété des centaines, voire je pense des milliers de fois, on sait où on est. Et du coup là, on peut passer sur le dur et on risque normalement plus rien. Comment tu t'intéresses à cette pratique? Enfin, comment tu t'en viens là? Est-ce que c'est naturel ou enfin, je me pose la question comment on en vient à faire ça quoi? Souvent, on passe par la gymnastique parce qu'il n'y a pas énormément de clubs en France. Il y en a quand même beaucoup, mais moins qu'en gymnastique. Et du coup, on passe souvent par la gymnastique. Donc, dans la gymnastique, on retrouve l'acrobatie au sol. Et donc, souvent, quand il y a du tumbling dans son club, et qu'on n'aime pas trop, comme moi, par exemple, la danse, la chorégraphie, les sauts artistiques, j'aimais pas spécialement les barres, la poutre et le saut, donc j'aimais que le sol. Et j'aimais que l'acrobatie dans le sol. Du coup, je me suis dit, il y a du tumbling dans mon club. Je me suis dit, pourquoi pas faire que du tumbling vu que c'est l'acrobatie qui me plaît. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée dans ce sport. Et la première fois que tu fais ta première, je sais pas, séance, comment ça se passe? Est-ce que t'as un souvenir? Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas accessible à tous comme au football où on peut taper dans un ballon et commencer finalement à jouer quelque chose. Là, c'est vrai que c'est assez long le départ où il faut d'abord faire par exemple une roulade avant, enfin les choses simples. Et petit à petit, en fait, on va progresser. Mais dans chaque évolution, on va avoir des sensations particulières. Et donc, c'est vrai même une première séance, on peut avoir de bonnes sensations et du coup retrouver et rechercher ces sensations petit à petit en progressant et qui seront sûrement de plus en plus fortes. T'as toujours été enfin, t'as commencé à quel âge d'ailleurs? 12 ans. 12 ans. T'as fait du sport avant ça? T'avais déjà un passé ou ouais. Ouais. Oui, moi, en fait, j'ai commencé tard, en fait. D'habitude, les 3/4 des personnes commencent très tôt parce que la gymnastique, on peut commencer bébé gym. Donc, c'est-à-dire 3 ans. Même maintenant, ça commence à 6 mois. Mais, mais moi, non, j'ai commencé très tard. 12 ans pour même aller en équipe de France, c'est très tard. Mais du coup, avant, j'avais fait plein de sports. J'avais fait du judo, du tennis de table, de la GRS. J'ai fait quoi? De la natation. J'ai essayé de toucher un peu à plein de sports pour voir finalement qu'est-ce qui me correspondait et qu'est-ce que j'aimais le plus. Et c'est comme ça que je suis arrivée au tumbling où là, j'ai dit, mais c'est ça vraiment que je veux faire. C'est ce sport-là que j'aime, c'est ces sensations et du coup, c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé à faire un peu plein d'activités comme ça ou alors c'est de toi-même, t'étais je sais pas hyper active ou t'avais envie de tester plein de trucs? Je dirais pas hyper active, mais c'est vrai que je tenais pas trop en place. Et ma pauvre maman, du coup, c'est vrai que je l'embêtais souvent parce que je m'ennuyais tout le temps. Du coup, j'avais besoin de sport, j'avais besoin de m'occuper et de faire des choses. Et c'est pour ça que du coup, je touchais un peu à tous les sports. Après, mon père était un petit peu sportif, mais aucun des deux n'était réellement dans le sport et le sport à haut niveau. Donc ça m'est arrivé dessus comme ça. Et quand tu commences tes premières séances de tumbling, est-ce que tu vois que t'es hyper à l'aise, que alors déjà ça te plaît et tu sens que t'as des capacités pour aller loin ou pas du tout et ça vient progressivement parce que comme tu dis 12 ans et puis finalement tu rentres dans l'équipe de France, il y a peu de temps qui se passe quoi. Ouais. Mais en fait voilà, moi j'avais besoin de faire du sport et j'aimais énormément les sensations qu'on retrouvait dans les acrobaties. Et puis mon entraîneur a détecté, on va dire, chez moi, il nous a fait faire des petits tests, on va dire, et j'ai un peu tout pété, on va dire ça comme ça. J'avais en fait une très bonne explosivité au niveau des jambes, et finalement c'est ce qui était important pour le tumbling, de bien pouvoir rebondir et de pouvoir faire des belles acrobaties, c'est ce qu'on recherche. Et du coup, je pense que ça m'a aidé. Et c'est quoi l'entraînement d'un tumbling? Ça représente quoi, par exemple, par semaine? Est-ce que c'est uniquement, tu t'entraînes à la technique? Est-ce qu'il y a aussi un travail, je sais pas, d'explosivité, de renforcement musculaire, de souplesse, ou au contraire, non, de gainage? Est-ce qu'il y a des entraînements à part les figures elles-mêmes, en fait, la technique? Ah oui, il y a énormément de
de renforcement, de gainage, ça c'est évident. Il faut qu'on ait un bassin qui tienne vraiment beaucoup parce qu'en fait, on a beaucoup de changements de courbe, de courbettes, avec du coup une poussée au niveau des jambes et un tirage, on va dire, au niveau des bras. Donc, il faut qu'il y ait un transfert de force qui se fasse bien. Donc, si on n'a pas ce gainage, ça marche pas. Et après, on a un gros renforcement au niveau des jambes pour pouvoir rebondir le mieux possible et faire les acrobaties le plus haut possible. Donc ça va être indépendant. Enfin, le gainage, on va le faire avant et après l'entraînement. Et les jambes, le renforcement des jambes, on va le faire séparément en fait en salle de muscu. Et alors, comment ça se passe combien de temps il se passe et comment ça se passe que tu sois prise en équipe de France en fait, où tu te dises tiens, j'ai quelque chose à jouer là-dedans d'un point de vue professionnel, parce que quand t'as démarré, t'avais pas cette ambition. Non, pas du tout. J'ai démarré parce que j'aimais ça et je m'entraînais énormément parce que j'aimais ça. Mais c'est vrai qu'à aucun moment je me suis dit oh je vais rentrer en équipe de France, ça va être cool. C'est à force de travailler en fait que je suis arrivée là. J'ai mis 3 ans puisque je suis rentrée en équipe de France junior à 15 ans. Et donc ça a mis 3 ans et voilà, c'est à force de travailler que finalement que j'ai pu en arriver là quoi. Comment ça se passe concrètement? C'est un entraîneur qui te l'annonce ou c'est toi qui demande à intégrer, t'es tiré au sort? Je sais pas du tout. Non, alors en fait on s'entraîne et suivant le niveau qu'on a, on a des stages de comment dire, où on est repéré, on va dire ça comme ça, on est repéré au niveau du pôle France. Et donc on va pouvoir aller dans ces stages et suivant notre niveau. Et petit à petit après il y a des sélections, donc on va se présenter aux sélections. Et si on réussit les sélections et qu'on est parmi les 4 membres de l'équipe de France, et on est du coup choisi pour participer aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Et tu l'apprends comment, tu te souviens? Pour les championnats d'Europe, moi c'était du coup ma première sélection, c'était les championnats d'Europe junior et non, je me souviens même plus, j'étais trop petite, je pense. Mais en tout cas, je sais que j'avais travaillé très dur, que ça a été compliqué par moments, puisque du coup là, il y a toujours le plaisir, mais vient s'ajouter le stress de vouloir se qualifier. Finalement, quand on nous dit que c'est possible, on commence à l'envisager et du coup là, il y a le stress qui vient s'installer. Et du coup, je sais que j'ai été super contente de pouvoir participer là pour la première fois, quoi. Comment ça se passe quand t'es en compétition, ta première compétition, grande compétition où il y a du public autour, du temps où il y avait pas le Covid et tout ça, et les stades et les je sais pas comment on appelle ça, les gymnases étaient remplis. Ouais. Les gymnases, ouais. C'est comment? C'est assez stressant quand on arrive et qu'il y a tout le monde qui est dans les gradins et que nous on se dit ça va être à nous de passer, qu'il y a quasiment, on doit être 2 ou 3 à passer en même temps, c'est tout. Parce que nous, en même temps que le tumbling, il y a le trampoline et le double mini trampoline. Donc du coup, pour les finales, ça va être individuel, on va passer chacun notre tour, mais souvent les qualifications, on va être un peu tous en même temps. Et puis on est 3. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu stressant quand on connaît pas du tout ça et qu'on découvre, là, on fait oh là là, je vais être au milieu de tout le monde et du coup, c'est moi qu'on va regarder. Mais après, petit à petit, on s'habitue à ce genre de choses et du coup, c'est toujours un peu stressant, mais on arrive à le contrôler. Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu sens que ça te coupe un peu, ou alors au contraire, ça te motive, ça te galvanise d'avoir ce public? J'imagine que c'est un peu les deux, mais est-ce que par exemple, toi, dans ton cas, t'as fait mieux que à l'entraînement lorsqu'il y avait personne, ou au contraire, ça t'a un peu handicapé qu'il y ait autant de monde qui te regarde? Alors ça dépendait de mon état d'esprit du moment. Ça m'est arrivé que ce soit pire, que ce soit une catastrophe, que je gère pas du tout et que je fasse totalement l'inverse de ce qu'il fallait et donc échouer complètement. Et puis des fois, arriver à faire mieux et du coup à sortir quelque chose que je n'aurais pas pensé ou à faire bien mieux qu'à l'entraînement. Mais ça, c'est arrivé un peu moins souvent. Donc j'étais plus au milieu, je faisais ce que je savais faire. Donc j'ai eu un peu de tout dans ma carrière. Ouais, c'est marrant, hein. Et est-ce que le fait de... Ouais, vas-y. Pardon. Finalement, moi, on va dire que j'étais plus en échec au début de ma carrière et que petit à petit, j'ai appris à comprendre ce stress, à travailler avec et du coup à ce qu'il devienne positif. Et ça, pas toute seule, quoi. Je veux dire, t'as fait un travail avec en hypno,
je sais pas comment appeler ça, en développement personnel, même si c'est un peu. Ouais, alors moi, j'avais pas de préparateur mental. Enfin, on n'avait pas les budgets, on va dire. Le tumbling, c'est un sport qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais du coup, suite à ma blessure, j'avais travaillé avec une hypnothérapeute et donc on avait travaillé sur totalement autre chose. Mais j'ai essayé de garder en fait tout ce qu'elle m'avait appris et de m'en servir. Et donc j'ai énormément cherché, énormément réfléchi. Et j'ai beaucoup discuté avec mon entraîneur aussi pour essayer de comprendre tout ça et d'essayer de pouvoir travailler vraiment dessus. Est-ce que tu dirais que, je sais pas si à l'époque, bah non, quand t'as démarré, t'avais pas des réseaux sociaux développés, t'avais peut-être pas lancé ta page Instagram, ton profil. Maintenant que t'as des réseaux où t'as beaucoup de monde qui te suit, est-ce que tu retrouves ce truc-là ou pas du tout? C'est vraiment pas du tout pareil. Tu vois, d'abord, parce que là, je crois que t'as, je sais pas, 200 000, quelque chose. Ouais, si tu dois avoir 200 000 abonnés sur Instagram, c'est quand même. Ça représenterait 200 000 personnes dans un public qui t'encouragent au quotidien, je sais pas, via des messages, ou au contraire, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même, ça fait pas pareil. Après, voilà, il y a quand même, comme on dit, le fait de recevoir des messages positifs, d'encourager, c'est toujours top, mais ça fait pas pareil que quand c'est en direct et qu'il y a on va dire 200 000 personnes dans un public. Ça fait pas le même stress. Enfin, ça fait pas pareil. C'est quoi le pire dans une compète? C'est quoi, enfin, le pire, ouais, je sais pas, que ça soit en termes d'orga ou en termes de toi, comment tu l'as vécu, pas forcément une critique de une compétition, mais tu sais, quelque chose que t'aimes le moins. Ouais, que tu te dis, ça, c'est la partie que j'aime le moins lorsque je suis en compétition. Avant de vous laisser poursuivre cette vidéo, je fais une petite pause de quelques secondes juste pour vous rappeler que cet épisode est disponible en format podcast, donc audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez donc le retrouver en entier et profiter de tous les épisodes du podcast Biomécanique ailleurs que sur YouTube. Ça vous permet d'écouter le podcast dans votre voiture ou les transports pendant vos déplacements, lors de vos entraînements, lors de vos repas si vous êtes tout seul, ou bien avec toute votre famille, bien évidemment. Mais également pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage, ou même sous la douche. Bref, tous ces moments où vous n'êtes pas obligé de rester derrière un écran. Ça fait des années que j'écoute moi-même des podcasts uniquement sur ces applications, et croyez-moi, ça a changé ma façon de consulter du contenu. Donc faites-moi confiance, foncez sur les plateformes d'écoute, vous le regretterez pas. Le stress avant la compétition, je dirais. C'est long. On a l'impression que on attend et je dirais que c'est ça le plus embêtant parce que c'est pas le pire. C'est juste que voilà, faut attendre et on a envie d'y aller, mais en même temps on est stressé, mais en même temps on sait pas comment ça va se passer, faut pas penser au futur. Donc faut arriver à rester dans le moment présent et des fois c'est pas toujours évident suivant comment on se sent à ce moment-là, quoi. Ok. Bon, c'est ton meilleur souvenir avant qu'on passe sur autre chose. Ton meilleur souvenir de compète, c'est quand t'as gagné ou c'est autre chose? Alors j'en ai deux qui sont très beaux. C'est quand j'ai fait championne de France en 2013, juste avant ma blessure du coup, où là ça faisait un moment que je voulais être championne de France senior, donc la plus haute des catégories, et que j'ai échoué pour diverses raisons. Et là, enfin, j'avais réussi à faire championne de France. Donc là, c'est vraiment, j'avais été contente. Et ensuite, c'est bon, lui, c'est vraiment le plus beau. C'est la médaille au championnat du monde de 2017, où là, c'est après ma blessure. On a réussi à faire médaille de bronze. En fait, il y a eu un échec au niveau des Russes qui nous a permis de monter sur la 3e place. Et comme c'est venu après ma blessure, où du coup j'ai eu un peu toutes les images de ma blessure, toutes les difficultés au moment de cette médaille, et du coup ça a été très émouvant. Et du coup ça reste vraiment du coup un magnifique souvenir puisque c'est un peu l'achèvement de toute cette difficulté que j'ai eue pendant du coup 2013 à 2017, 4 ans. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de switcher? Non, parce qu'après, j'ai refait les championnats d'Europe. Ils enchaînaient juste derrière, okay. Quelques mois plus tard, avec les championnats d'Europe. Et je savais qu'on pouvait refaire une médaille avec l'équipe qu'on avait. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tenir. Et puis derrière, là, ça a commencé à être compliqué. Je commençais à être fatiguée. Je commençais à plus savoir pourquoi je m'entraîne. Donc, c'est là que je me suis dit, j'ai essayé de tenir encore. Et puis là, j'ai dit, ben non, en fait... t'as fait le tour. En fait. J'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais plus cette motivation, que j'étais plus hargneuse comme je l'étais. Je me suis dit, ben normal, t'as fait le tour, t'as fait tout ce que tu voulais, tu t'es blessé, t'es revenu en équipe, t'as eu des médailles. Bon, ben peut-être qu'il faut que tu passes à autre chose.
Du coup, voilà. Est-ce que t'aimerais que, enfin, je sais pas, c'est pas hyper médiatisé. Est-ce que c'est retransmis à la télé les compétitions France, Monde Alors, ça a été retransmis quelques fois, mais en fait, c'est compliqué parce que comme on fait partie de la fédération de gym, quand des fois ils ont des créneaux télé, bah, ils vont faire passer en priorité la gym puisque c'est la fédération de gym et que nous, on est le tumbling. Que du coup, bah, on a rarement en fait des créneaux pour pouvoir montrer le tumbling en fait. C'est un peu Parce que compliqué. j'ai l'impression qu'on le voit souvent en fait aux Jeux Olympiques, c'est là où on le voit le plus. Non, C'est même pas aux pas. Jeux Putain, Olympiques. mais où c'est que je l'ai vu parce que quand j'étais plus jeune, ça m'arrive. Enfin, je veux dire plus jeune. Eurosport avant le montrer et je sais plus et Sport Plus. Il y a eu pendant un moment, ils avaient les droits Ouais. et puis après ça a été retiré et depuis c'est un peu compliqué. Mais ouais, non, c'est Parce pas que je aux Jeux pense qu'on Olympiques. l'a tous vu, quoi. Je veux dire, C'est tout le monde, possible. tout le monde a vu ça, quoi. Mais Il y a eu un petit peu à la télé, puis maintenant beaucoup sur les réseaux. Mais ouais, c'est pas simple. Moi, j'essaie d'en parler le plus possible pour faire connaître la discipline. Et je pense que maintenant, il y a quand même un peu plus de personnes qui connaissent, mais bah, ça reste toujours compliqué. c'est ça, mais c'est quand même impressionnant, hein. Comme je disais là, de devoir sauter dans tous les sens et arriver à ratterrir sur les pieds, surtout. Je veux dire, et de se dire où c'est que je me pose, où c'est que je suis en haut, parce que quand il y a plein de, je parle vraiment comme quelqu'un qui connaît pas du tout les termes. Il y a plein de Mais c'est ça, saltos. c'est ça qui est marrant, ouais, j'allais dire des sauts périlleux, quoi. Oui, ça marche aussi. Plein de sauts périlleux dans tous les sens avec des vrilles et puis tu les vois retomber sur les pattes comme ça, tac, c'est assez Ouais, impressionnant. bah, ça, faut répéter des années hein, pour que, avec les vrilles surtout. Quand il y a un double salto, une double vrille, là, ça commence à être. Enfin, faut vraiment avoir répété pour savoir où on est. Ah ouais, toi t'arrives à le faire bien. Enfin, je veux dire, t'arrives toujours à le faire d'ailleurs. Je sais pas. Depuis que j'ai arrêté, j'ai pas trop refait d'acrobatie. Donc, parce que j'en ressentais pas spécialement besoin. Je pense que j'ai vraiment arrêté vraiment à la fin. Donc, je pense que ça reviendra, mais pour l'instant, non, j'ai pas refait d'acrobatie, donc je ne sais pas si je sais le faire encore. Mais je pense que oui, il faut juste répéter un petit peu sur un trampoline, par exemple avec les cordes, comme je disais tout à l'heure, c'est faisable parce qu'il n'y a pas de danger. Après, sur une piste de timing, c'est plus compliqué parce qu'on a plus l'habitude de rebondir. Ça pourrait se refaire, mais peut-être pas un double salto, double vrille. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent ce sport-là? Alors non, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est souvent la croyance que c'est un sport de femmes. Ouais. Alors je comprends pas trop pourquoi parce que enfin moi je trouve que physiquement c'est assez difficile, il faut être explosif, il faut quand même avoir un bon renforcement. Donc du coup un homme serait plus en capacité de le faire et la preuve puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes qui en font. Mais après en France, il y a plus de femmes par contre. Mais à l'international, il y a plus d'hommes. Mais oui, mais je pense que c'est ça. C'est parce que moi, les fois, alors je sais pas, mon cerveau est peut-être biaisé ou j'en sais rien, mais les fois où j'ai vu à la télé donc cette discipline-là, j'ai l'impression d'avoir plus le souvenir que c'était les femmes qui le faisaient. Donc Ouais, bah ouais, peut-être c'est les femmes qui sont mises plus en avant, je ne sais pas, mais je n'ai pas le souvenir. Mais après, non, c'est un sport beaucoup plus masculin. En fait, les hommes rebondissent beaucoup plus, donc il faut beaucoup plus d'acrobatie, beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus visuel. J'ai envie de dire, même si je suis une femme, mais moi, j'adore regarder les hommes. Enfin, c'est impressionnant. Et non, il y a beaucoup plus d'hommes qui en font. Et quand tu dis qu'ils rebondissent plus, en fait, c'est quoi? C'est parce que il faut de la c'est la force dans force les jambes pour musculaire dans pouvoir les sauter, jambes, ouais, c'est ça. En fait, ils en ont plus que nous, c'est la réalité, hein, ce n'est pas discriminatoire. Ah bon? Mais c'est comme ça. Attention, Et attention à ce que tu dis, hein. ouais, je vais me faire attaquer. Mais du coup, voilà, ils rebondissent plus et du coup, bah, automatiquement, ils peuvent faire des choses que nous, on peut pas faire. Ok. Et le squat là-dedans, est-ce que vous en faites? Est-ce que vous faites du squat, du jump squat par exemple, sauter avec une barre pour gagner en explosivité? Alors non, on faisait plutôt, nous, des squats. On faisait du très lourd à petite amplitude, comme on est en pliométrie, principalement parce qu'on fait pas du tout de squat, en fait. Enfin, il n'y a pas de flexion de jambes dans le tumbling, c'est vraiment, on reste jambes tendues. Donc, on faisait vraiment des toutes petites amplitudes, des quarts de squat, très très lourds. Et souvent, on essayait d'enchaîner avec, par exemple, rebond, salto avant, pour essayer de transformer les fibres en explosivité, on va dire. Je sais pas comment on explique ça. Ah oui, non mais c'est vrai, mais c'est marrant parce que en fait, le but c'est de sauter le plus, enfin
d'avoir le plus de force pour sauter haut, mais sans avoir une grosse amplitude de pas avoir beaucoup d'élan en fait. Ouais, on n'a pas. En fait, il y a pas du tout de flexion. On est tout le temps jambes tendues. Donc, on rebondit. Après, on va avoir un déplacement qui est horizontal. Donc là où il faut acquérir le plus de vitesse possible pour ensuite avoir un rebond vertical. Et donc, en fait, toute la vitesse qu'on a engrangée là, elle va nous permettre de monter très haut. Ah, donc plus tu vas vite quand tu cours et quand tu t'enchaînes les figures, plus tu vas retransmettre cette vitesse pour aller haut. Okay. C'est ça, tout à fait. Donc c'est pour ça que plus on a de force, plus on va pouvoir aller vite et puis du coup, plus on va pouvoir monter haut. Mais ça bousille pas le dos, tu vois. Je veux dire, en tant qu'amateur absolu que je connais pas, je sais pas comment sont faits les terrains, mais d'avoir cet impact sur le dos avec peu d'amortissement finalement, parce que comme tu restes droit, en fait, t'amortis très peu avec les jambes, avec les hanches. Ouais. Donc t'as le dos qui doit prendre en termes de contrainte. Des bons impacts, mais non, c'est pour ça qu'il faut être très bien gainé, parce que il faut vraiment faire un bon renforcement, travailler énormément sur ça, parce que sinon, oui, si on fait pas les choses correctement, là, on peut avoir des douleurs au dos. Mais moi, j'ai repris après ma blessure au dos en faisant du coup ma méthode abdos aussi, et en faisant un bon renforcement, il y a pas de souci. C'était quand ta blessure au dos, tu parles pas celle au niveau des cervicales, hein? Si, ouais, enfin c'est la deuxième thoracique. Mais si, c'est la deuxième thoracique que tu t'es. Ouais, c'était en 2013. Ok, alors j'ai vu, je suis tombé sur YouTube, je sais plus à quel endroit où on voit un passage en fait. Enfin, on voit le passage où tu tombes. En fait, tu te rattrapes pas donc sur les pieds à la fin. Ouais. C'est alors comment moi a priori je me dirais. Ça arrive au bout de plusieurs années de pratique, ça a dû arriver bien avant aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que non. Oui, c'était déjà arrivé plusieurs fois et j'avais jamais rien eu. J'avais jamais eu aucun souci. Bon, après pas non plus des 50 000 fois, hein, mais c'était déjà arrivé et puis je me relevais avec une petite contracture, quoi. Bon, là, je me suis pas relevée. Okay. Alors comment ça s'est passé? Parce que c'était entre deux compètes, tu préparais une compète et t'étais un peu fatigué, c'était en sélection championnat du monde. Ouais. C'était en compétition, on va dire. Mais en fait, faut prendre ce qu'il y avait avant. En fait, je préparais les Jeux mondiaux. Enfin, j'ai mis 1 an à préparer les Jeux mondiaux. Donc, les Jeux mondiaux, ça équivaut aux Jeux olympiques, parce que c'est pas un sport olympique. Donc, les Jeux mondiaux, c'est organisé par le CIO, le Comité international olympique. Donc, ça revient au même que les Jeux olympiques, c'est l'antichambre. Et donc, il y a qu'une Française qui part tous les 4 ans. Et du coup, en 2013, c'était moi. J'avais gagné ma place, donc je devais représenter la France pour ces Jeux mondiaux. Donc, j'ai eu 1 an de préparation et ça a été très dur parce que pour tout athlète olympique, je pense que voilà, une préparation, c'est très difficile et très dur mentalement. Et du coup, j'ai tout donné et à cette compétition, donc c'était en juillet, j'ai fait 5e. Et alors que j'avais potentiellement la possibilité de faire 3e. Et du coup, ça a été aussi dur d'échouer en quelque sorte. C'est quoi qui s'est passé? J'ai mal géré le stress. J'ai fait une petite erreur en fait, c'est qui m'a coûté très cher. Et je pense que voilà, pour moi, c'était lié au stress. J'ai un peu paniqué avant les finales. Et du coup, ça m'a fait faire une petite erreur dans mon acrobatie qui m'a coûté quelques dixièmes, et quelques dixièmes, c'était 5e place au lieu de la 3e. Ouais, c'est quoi enfin, je sais pas si tu peux, c'est quoi cette petite erreur? Je suis curieux, c'est quoi? C'est un placement? Ouais, en fait, parce qu'on fait des acrobaties, moi j'en faisais une au milieu, et un double salto, puis après je repartais, je refaisais un autre double salto. Et en fait, dans mon double salto, quand j'ai couru, j'étais pas à pleine énergie, à pleine balle, et j'étais un peu momolle, on va dire. Et du coup, quand je suis arrivée dans ma double acrobatie, j'étais pas très dynamique, ce qui fait que j'y suis pas allée comme une tarée en rentrant mes pieds pour pouvoir repartir vite et réacquérir de la vitesse pour la 2e. Du coup, j'ai fait mes saltos derrière avec un peu de vitesse, mais ça a manqué d'agressivité, quoi. J'étais trop molle. Je me suis trop laissée avoir par le stress. Je l'ai pas bien contrôlé et du coup, ça a pas fait de belles acrobaties. Attends, juste parce que tu vois, les questions me viennent au fur et à mesure quand je m'imagine un peu comment ça se passe. Est-ce que t'as un enchaînement de figures que tu sais que tu vas faire à l'avance
Et ça va jamais déroger. Est-ce que ça, tu le prépares avec ton entraîneur? Tu te dis, bah tiens, moi je suis bon sur les doubles, donc je vais essayer d'en mettre un maximum. Ou alors je suis bon sur les vrilles. Ou alors je suis pas bon sur les vrilles, donc je vais pas essayer d'en mettre. Mais en même temps, je sais que mon adversaire qui sera là-bas et fait des vrilles, donc ça serait bien que j'en mette une. Est-ce que ça se passe comme ça? Alors oui et non. Oui, parce qu'en qualification, on est obligé d'avoir une série salto, une série vrille. La série salto, il n'y a pas le droit d'avoir de vrille. Et dans la série vrille, il faut une vrille au début de la série, on va dire, et une vrille à la fin. Donc ça, on est obligé en qualification de respecter au moins ça. Après, le reste, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut comme salto, on fait ce qu'on veut comme vrille. Mais du coup, on prépare à l'avance les séries qu'on va présenter le jour J. Et les juges ont les séries qu'on va présenter. Après, s'il arrive quoi que ce soit dans la série, on a le droit de changer. On peut modifier on a le droit de tout modifier si on le veut. Mais bon, du coup, ça fait du boulot en plus pour les juges. Mais on peut modifier s'il y a besoin. Si par exemple, moi, j'ai une perte de vitesse, je peux plus faire ce que je voulais faire, je réduis à une acrobatie plus simple. Et ça, t'y penses pendant les demi-secondes ou je sais pas, le quart de seconde, lorsque t'es en l'air, tu dis tiens, là, je suis un peu moins rapide, donc la prochaine, il faut que je fasse pas la même chose? Ça s'apprend à l'entraînement. Ça s'apprend, en fait. À l'entraînement, on s'habitue à toujours finir nos séries pour que toujours on puisse modifier et que, en fait, on arrive à réfléchir super vite pour pouvoir changer de la bonne manière sans se blesser. Ça s'apprend à l'entraînement, en fait. Mais on peut réagir très vite, ouais. Ouais, non, ça me paraît. Le corps et l'esprit, il est impressionnant. Ouais. Et tiens, j'avais une copine de lycée avec qui j'ai gardé un petit peu contact encore, qui faisait, et qui, je crois qu'elle a arrêté il y a pas si longtemps, qui faisait beaucoup de gymnastique. Et c'est quoi la différence entre donc le tumbling et l'espèce en gymnastique, le carré, où on se balade de diagonale en diagonale en faisant des figures? Finalement, ça se rejoint dans un sens. Oui et non, comme à chaque fois. Je vais l'énerver là. Je le sens. Oui, mais non. Je me sens simple amateur, je pose des questions. Non, il n'y a pas de souci. En fait, il y a des acrobaties qu'on va retrouver qui sont très proches dans les diagonales. Mais là, il va y avoir que 3-4 acrobaties, que nous, on est sur 8. Et ensuite, elles vont enchaîner. Donc, je dis les filles, mais il y a des garçons aussi. Ils vont, entre temps, ils vont faire la chorégraphie, des sauts écarts, des équilibres. Il va y avoir plein de choses, en fait, qui vont venir s'ajouter à l'acrobatie. Et ça va durer quasiment entre 3 et 4 minutes, il me semble. Et alors que le tumbling, ça dure entre 10 et 15 secondes. Donc, on est plus sur un 100 mètres, comparé à un 100 mètres à un marathon, en fait. Donc, c'est deux sports, finalement, qui sont totalement opposés, même si on retrouve de l'acrobatie dedans. Et il me semble que ça, c'est un petit peu plus médiatisé. Enfin, oui, là, c'est aux Jeux Olympiques. Déjà, la gymnastique, donc c'est peut-être ça que les gens pensent voir qui ressemble. C'est la gymnastique, elle est aux Jeux Olympiques. Et voilà, et du coup, comme ça fait partie de la fédération de gym, on voit un peu plus à la télé la gymnastique. Et toi, ça t'a jamais tenté, par exemple? J'ai commencé par justement. T'as commencé comme ça, mais t'as pas. Ah non, j'ai pas accroché en fait. J'aimais pas les agrès parce que t'es obligé de faire la poutre, les barres et le saut en plus du sol. Donc j'aimais pas spécialement les agrès et j'aimais pas moi devoir faire des choses entre mes acrobaties de la danse. J'aimais pas faire les sauts écarts. J'aimais pas faire tout ça. Donc du coup, il y a que l'acrobatie qui me plaisait. Du coup, la gym, ça me correspondait pas. Puis c'était trop long. C'était long. Ça manquait de punch, de speed. C'était trop long. Non, mais on a compris. Toi, t'as besoin d'aller à fond très rapide, de dépenser au taquet. Après, voilà, c'est chacun aime des choses qu'il aime, et moi, ça ne me correspondait pas. Très bien. Alors donc, si on revient au moment où tu vas, on a un peu dévié sur le moment où tu t'es blessé, c'est que des dizaines de fois auparavant, t'étais tombé sur la tête ou sur le haut du dos lorsque tu te rattrapais pas sur les pieds parce que tu perds le repère dans l'espace à ce moment-là. C'est quoi l'erreur? Alors, je sais pas, il y a trop de questions là parce que est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. Est-ce que comment ça se fait? Est-ce que là, à ce moment-là, dans l'accident que t'as eu et qui t'a coûté ensuite une longue pause, est-ce que ça a été une erreur technique? Alors oui, du coup, je vais reprendre parce que j'étais partie sur les Jeux mondiaux. Ouais. Non, pas de souci. Et en fait, j'étais partie sur les Jeux mondiaux. Excuse-moi. D'ailleurs, il y avait tout le contexte. Du coup, j'avais accumulé une énorme fatigue et un énorme
j'étais pas contente, donc fallait que je reparte de plus belle pour essayer d'aller chercher ces médailles. Et donc j'étais très fatiguée. J'ai eu une semaine de vacances. Et même pendant cette semaine de vacances, j'étais pas très bien. Je me suis pas spécialement reposée comme j'aurais dû parce que toujours ça trottait dans ma tête en me disant mais c'est pas possible, t'as raté cette médaille. Du coup, j'ai repris, j'ai continué, je m'entraînais, j'avais plus envie de faire de repos parce que fallait que je m'entraîne. Enfin, j'étais allée vraiment dans quelque chose qui était pas très sain. Et en plus parce qu'il y avait les sections championnat du monde fin septembre et du coup je devais y participer pour montrer mon niveau, même si j'étais qualifiée d'office pour les championnats du monde vu que j'avais fait les Jeux mondiaux. Donc je devais quand même y participer. Et donc du coup j'y ai participé et c'est à ce moment-là en fait que je me suis blessée. En fait il y avait 2 sélections le même jour. Je réussis la première, j'éclate mes points, j'éclate mon score habituel. Donc, je suis super contente. Je réussis vraiment bien. Je montre que je suis toujours là et que tout va bien. Et pour la deuxième, je sentais que je commençais vraiment à fatiguer, que j'avais un peu poussé le bouchon un peu trop loin. Et du coup, je le sentais pas. J'ai dit à mon coach, là, je me sens pas vraiment bien. Je commence à fatiguer. Ça commence à être dur. Il m'a dit, ouais, je sais, mais t'as pas le choix. T'es obligé de la faire. La fédération veut que tu fasses quand même cette compétition, donc t'as pas le choix. Je dis, ok, on peut pas déroger à la règle. Je suis qualifiée d'office. Non. Bon, d'accord. Et donc là, je la fais, me sentant pas très bien. Et puis, en fait, à mon acrobatie, je pense percuter sur la piste. Enfin, du coup, non, dans la réception. La réception ne rebondit pas pour ma dernière acrobatie. Du coup, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir rebondir. Et du coup, je me dis, je fais qu'un salto. Comme ça, j'arrive sur mes pieds et c'est pas grave. J'ai raté. Et en fait, donc je pensais ne pas rebondir. Finalement, j'ai rebondi. Et du coup, en l'air, en fait, quand j'ai ouvert, je pensais arriver sur mes pieds et avoir fait un salto. Et finalement, j'avais fait 1,5. Et c'est pour ça que je suis arrivée sur le haut du dos. Donc, je me suis perdue. Mais je pense que c'est lié à toute cette fatigue que j'avais qui m'a empêché de réfléchir vite comme j'avais l'habitude de faire. Ouais, oula, tu vois, c'est intéressant. C'est que c'est toute c'est toute une accumulation parce que il y a beaucoup d'analyses. C'est pas uniquement je connais ma technique, j'y vais, je fais. C'est que tout au long de ces secondes là, il y a un paquet de décisions que tu prends et de feedback et d'analyse et de perception. Et pourquoi tu pensais que t'allais pas rebondir en fait? Parce qu'en fait, à mon acrobatie du milieu, donc ma double acrobatie, quand je suis repartie, mon salto qui était juste après, il était un peu long. Et souvent à l'entraînement, quand j'avais ce tempo un peu long, donc le tempo c'est le flip sur les bras. Bon, je l'avais pas encore expliqué. Donc le tempo un peu long, je me suis dit c'est trop long, je vais pas réceptionner au bon endroit. Parce que ça m'était déjà arrivé à l'entraînement, parce que voilà, après c'est une piste que je connaissais, mais c'est pas ma piste d'entraînement, donc j'ai moins l'habitude quand même. Du coup, pour moi, je me suis dit c'est mort. Et finalement, en faisant ce tempo long, j'ai dû raccourcir mes tempos d'après et finalement arriver à percuter au bon endroit. Mais comme j'avais le cerveau embrouillé, que j'étais fatiguée, j'ai pas eu les bonnes sensations, j'ai pas réfléchi assez vite, j'ai pas fait ce qui aurait dû être fait. Et du coup, ça a pas marché, quoi. Et une fois que tu es en haut, donc tu te dis, tu changes de décision très vite dans les derniers moments. Et lorsque tu es en l'air, finalement, tu en fais plus que ce que tu avais prévu que ça allait changer. Ouais. Et tu le sens que tu vas retomber. Alors, est-ce que quand tu es en l'air, tu te dis, merde, là, je sais pas, dans ta tête, dans ce milliseconde, tu dis merde, là, ça sent pas bon. Il y a un peu un merde. Comment je vais arriver? Et en même temps, mais non, c'est bon, t'inquiète, ça va arriver. Puis tu percutes, tu dis, putain, c'est dur quand même. C'est que ça rebondit. Mais bon, j'ai pas poussé, donc ça devrait aller. Bon, fais un tour, pousse, essaye de pas trop mettre de rotation, ça devrait le faire. Ouvre. Et normalement, c'est bon, t'es sur les pieds. Et puis, quand tu sens le sol et qu'il est pas sur tes pieds, tu te dis, ah, zut. Putain, mince alors. Surtout que quand tu t'attends à ce que ça soit au niveau des pieds, t'es pas psychologiquement et au niveau du gainage, t'es pas prêt à, par exemple, je sais pas, contracter fort les trapèzes pour te protéger. Quoi. Ouais, exactement. Du coup, l'impact est beaucoup plus mauvais en fait, parce que tu endurcis pas le bon endroit. Juste avant de poursuivre là, les matelas, je sais pas comment on appelle ça, la piste d'atterrissage. Oui. Enfin non, pas la piste d'atterrissage. La piste tout court, en fait. Ouais. Est-ce que c'est toujours la même souplesse en fonction des compètes, Non. Tout ça
donc c'est-à-dire qu'il faut quand même que lorsque tu arrives dans une compétition, un nouveau gymnase, il faut que tu t'entraînes un peu pour réadapter tout ce que tu as fait en entraînement. Tout à fait. Ouais, il faut venir. Une petite compétition, on venait 1 ou 2 jours avant. Un championnat du monde, on venait 4-5 jours avant. Pour s'habituer à la piste, pour s'habituer au décor, à la lumière, au visuel, pour réhabituer tous nos sens, en fait, à cet environnement-là. C'est quand très t'es en l'air, important. tu fermes les yeux? Non, on a les yeux ouverts. Non, faut pas, oui. Non, on a les yeux ouverts. Mais même si tu t'habitues, tu vois, tu viens une semaine avant, tu fais beaucoup d'entraînement. Le jour J, quand t'as du monde avec la lumière, le bruit, je sais pas s'il y a de la musique ou quoi, ça doit forcément changer tes repères encore une dernière fois, quoi. Un petit peu, ouais. Ouais, on n'est jamais aussi bien qu'à l'entraînement, ça c'est évident, mais bon, après on s'est normalement habitué, donc c'est un petit changement, donc c'est pas énorme par rapport au changement d'une salle complète et d'une piste entièrement. Ok. Bon, alors quand tu retombes sur le haut du dos, hein, Ouais. T2, donc c'est la deuxième thorax. Milieu du dos, T12. on va dire. Ouais, T12. Ah ouais, ok, d'accord. J'ai le souvenir Ouais, comme quoi t'étais tombé plus au niveau du dos. souvent j'explique la tête pour que les gens visualisent bien, mais c'est en fait plus, un peu comme ça, quoi, en fait. C'est un peu même étrange de tomber comme ça. Normalement, c'est plus les cervicales. Mais bon, je vais pas me plaindre non plus. Et alors, t'es tombé dans les pommes. Comment ça se passe après? Tu te dis merde, ça y est, il m'est arrivé un truc, ou alors je vais me relever tranquille. En fait, j'ai juste fait une erreur. Alors non, moi je sais que si je me relève pas, c'est mauvais signe. Là, je savais que je pouvais pas me relever. Je suis pas tombée dans les pommes à aucun moment. La douleur était horrible, vraiment horrible. De tout ce que j'ai pu vivre, c'était horrible. J'avais pu, en plus, tout mon diaphragme, tout a été écrabouillé pendant la chute. Et du coup, j'avais plus qu'un filet d'air pour respirer parce que tout était tétanisé. C'était assez bizarre comme sensation. J'avais du mal à respirer et du coup, je me disais, mais alors je peux plus bouger, j'ai une douleur atroce. Comment je vais faire? J'étais censée faire un championnat du monde, il y a le championnat d'Europe qui arrive. Enfin, là, tout s'effondre, en fait. Donc attends, là, c'est plus tu penses à ça au moment où tu viens de tomber. Tu te dis pas, est-ce que je vais être paralysé d'abord? Si, alors j'ai eu aussi ça. En fait, tout est venu dans ma tête. Ça a fait tout un truc. J'avais plein de pensées dans tous les sens. Et si, j'ai eu aussi la pensée de la paralysie, puisqu'en fait, une semaine avant, il y a un athlète international, un Américain, qui est tombé sur la tête et qui, lui, est devenu tétraplégique. Et qui a pas eu la même chance, on va dire. Et donc oui, je me suis dit là, connaissant en plus, mais j'étais en études de kiné à ce moment-là, donc on étudiait la paralysie. Et du coup, je me suis dit, là, je suis au milieu du dos. Enfin, moi, j'avais mal partout dans le dos. Là, je me suis dit, peut-être que la moelle peut être compressée et comprimée. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je peux perdre mes jambes. Donc, j'ai demandé tout de suite qu'on me touche les jambes pour vérifier que j'avais toujours la sensation. Et j'avais cette sensation. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va attendre parce que des fois, ça peut arriver postérieur. Et du coup, j'ai pensé à ça aussi. C'est venu parmi toutes les pensées qui sont venues dans ma tête. Et alors, la douleur que tu as eue, elle était au niveau du dos ou au niveau du ventre, hein, enfin de la zone diaphragmatique? C'était tellement tout le dos, tout le ventre. C'était tellement diffus de partout, en fait, que c'était vraiment une douleur. Mais c'est heureusement que le cerveau oublie les douleurs parce que ça doit être difficile de vivre après sinon. Mais on sait qu'on a eu mal, mais on n'a plus la sensation de la douleur. Donc on sait qu'on a eu très mal. C'est tout ça, c'est vraiment étrange d'ailleurs. Ok. Et tu sais si, par exemple, tu as eu des collègues ou des amis qui pratiquaient ce sport, qui sont tombés aussi de la même manière, qui se sont blessés et qui ont eu aucune douleur, par exemple, sur le moment? Oui, après ça arrive de tomber comme ça, puisque même moi j'étais tombée et de avoir soit pas de douleur, soit juste une petite contracture. Ça peut arriver, oui. Parce que, tu vois, je vais faire une référence à un épisode que j'avais enregistré avec Michael Louvel, qui est donc ce sportif, cet athlète qui a perdu son bras dans un accident de voiture quand il était jeune. Et donc c'est Michael Louvel qui est passé dans le podcast il y a quelques épisodes. Je vais essayer d'aller retrouver le numéro pour ceux qui l'ont pas écouté. Assez impressionnant parce qu'il est revenu, il est devenu champion de bodybuilding après ça, avec un bras en moins. L'épisode 91. Je te recommande de l'écouter si ça t'intéresse parce que c'est assez incroyable. Et le moment où il raconte son accident quand il est en voiture et qui bascule de la route et qui fait des tonneaux, en fait, il a son bras qui s'arrache, tu vois, et il ressent aucune douleur en fait. Il le voit, et il est dans un état
C'est le cerveau qui coupe tout. Ouais, il coupe tout et en fait, il a pas de douleur sur le moment et enfin bon, bref, pour ceux qui sont là à l'écouter l'épisode, là, c'est assez impressionnant. Et alors, il y a vraiment des personnes qui vont avoir aucune douleur sur le moment, et d'autres qui vont avoir, comme toi, qui ont eu énormément mal. Et je me demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que lui, sa vie était concrètement en danger et son cerveau n'avait pas le temps de penser à la douleur? Peut-être que toi, tu t'es peut-être pas senti en danger immédiat, parce que lui, il fallait absolument qu'il sorte de la voiture, les pompiers, les ceci, là, ça, parce qu'il était tout seul. Alors que toi, il y avait du monde autour. Est-ce que tu penses que ça joue? Je pense que c'est au moment où on réalise, en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, suivant si on le réalise rapidement ou si on... Parce que je pense que quand il y a une douleur atroce comme ça, et encore plus pour un bras arraché, le cerveau, il coupe parce que la douleur est tellement importante qu'on pourrait pas accepter ça. Donc, du coup, le cerveau coupe. Et je pense qu'au moment où on réalise, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui se cassent un bras, par exemple, moi je connais, et le cerveau coupe, mais à partir du moment où on réalise et on regarde par exemple son bras cassé avec par exemple une fracture ouverte, et bien là la douleur arrive parce qu'on reconnecte. Alors ça, je suis pas d'un point de vue scientifique, mais c'est de ce que j'en ai conclu. C'est que du coup voilà, quand on réalise ce qui se passe, et bien la douleur peut revenir parce qu'on reconnecte en fait le corps à l'esprit. C'est comme s'il y avait une section entre les deux. Et peut-être que lui, du coup, comme c'était tellement horrible tout ce qui se passait, il n'y avait pas de connexion entre les deux. Et peut-être que le moment où il a réalisé qu'il avait plus son bras, là, il y a eu sûrement une douleur atroce. Et toi, tu réalises plutôt vite alors, puisque finalement, ça voudrait dire que tu as réalisé assez vite et c'est là que tu as ressenti la... Ouais, je pense. Ouais. En fait, comme je me suis pas ni évanouie, ni j'ai été consciente tout de suite, donc j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai compris rapidement, parce que même avant de tomber, je savais que du coup il y avait un problème, donc j'étais tout de suite, j'ai pas été surprise, donc j'ai été surprise au moment où du coup j'ai tapé, mais c'est pas comme dans un accident de voiture où il se passe beaucoup de choses autour. Du coup, je pense que ça s'est fait rapidement et du coup la douleur est arrivée tout de suite, quasiment tout de suite. Et comment ça se passe là alors? On te transporte en civière, on t'amène à l'hôpital. Je sais qu'au début on pensait que t'avais rien et puis c'est en creusant les analyses qu'on s'est rendu compte que t'avais finalement quelque chose et que c'était pas rien. Ouais, ils m'ont mis dans un brancard et avec beaucoup la dose maximale de morphine parce que ils arrivaient pas à m'atténuer la douleur pour pouvoir me mettre dans le brancard. Donc ils ont mis au maximum, mais même avec ça ils m'ont dit là faut qu'on vous emmène parce qu'on peut pas mettre plus de morphine. Ok, c'est-à-dire que quand ils essaient de te transporter, toi, dès qu'ils te bougent un peu trop, tu cries douleur, c'est genre stopper, arrêtez de me bouger. Ah oui, ouais, me bougez pas, ça fait trop mal, ouais. Alors que pourtant, je suis pas douillette, j'ai eu pas mal de petits soucis. En règle générale, ça va, quoi. Donc, du coup, là, je me suis dit, c'est quand même embêtant, là. J'ai un peu mal. Donc, là, ils m'ont emmené après en brancard, directement à l'hôpital de Pontchaillou à Rennes. Et là, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé parce qu'ils m'ont fait un scanner et ils m'ont dit que j'avais rien, que j'avais juste une contracture et qu'il fallait que je parte. Sauf que une contracture, normalement, je peux me lever et là, je pouvais pas me lever. Donc moi, si je peux pas me lever, c'est que c'est pas une contracture. Oui, et puis t'es kiné, donc t'es kiné, t'es en étude de kiné en ce moment. J'étais en étude de kiné et puis mon corps, j'avais quand même, ça faisait quasiment 10 ans, même pas 9 ans que je traitais avec lui, donc j'avais l'habitude de savoir ce que c'était qu'une contracture du dos. Donc, ils ont essayé de me lever, ils m'ont tiré ils sont mis à 4 aides-soignants infirmiers à me tirer pour essayer de m'asseoir, puis ils ont bloqué mon siège en position assise. Et là, ils m'ont dit, on va attendre un petit peu que la douleur se calme, puis après, vous vous levez, vous y allez. D'accord. Sauf que la douleur est tellement intense que là, enfin, je suis tombée dans les pommes de douleur. Là, je me suis évanouie parce que c'était trop insupportable, en fait. Assis, c'était horrible. Donc, en fait, t'avais mal au milieu du dos? C'était sur la zone autour de T12? Partout. Vraiment, c'était la zone T12, mais c'était vraiment je dirais le milieu du dos, bas du dos, le ventre, le diaphragme, les côtes. Enfin, s'il y avait... Mais tu te doutes, là, tu te doutes qu'il y a un truc qui va pas. Ah oui, là, je savais. Là, je me suis dit, non, mais là, pour que je tombe dans les pommes, j'étais jamais tombée dans les pommes de ma vie. Donc, pour que je tombe dans les pommes, oui, c'est qu'il y a un problème. Donc là, je savais qu'il y avait un problème. Après, lequel, je savais pas. Mais du coup, voilà, ils m'ont dit, ah, mais vous êtes pas en hypoglycémie? Non, je suis pas en hypoglycémie, je vous le dis, j'ai mangé à midi, tout va bien. Enfin, non, tout va pas bien, mais... mais bon, faut faire quelque chose. Donc, ils m'ont gardé en observation, ils m'ont dit, on fera un IRM demain et on verra.
Ok. Est-ce que ça t'a énervé, toi, qu'ils prennent pas, enfin, c'est pas qu'ils t'ont pas pris la douleur au sérieux, mais que, Bah, un peu. ouais, si, bah si, mais cette espèce de ça va aller, parce que c'est aussi, est-ce que c'est une façon d'essayer, enfin, je sais pas, toi en tant que kiné, ça t'est arrivé aussi le fait tu veux pas que ça soit trop problématique pour le patient non plus, mais il faut garder son esprit critique pour ne pas passer à côté de quelque chose. C'est pas facile. Il faut pas s'alarmer et en même temps, il faut pas ne pas s'inquiéter d'outre mesure non plus. C'est difficile de trouver le juste milieu. Et peut-être que, je sais pas, moi je trouve pas d'excuses pour personne. Hein. Non, mais je peux comprendre ce qui s'est passé parce que la douleur, elle est variable en fonction des gens. Tout le monde ne gère pas la douleur de la même manière. Donc, une personne qui dit j'ai très mal, ça peut être grave comme ça ne peut ne pas l'être. Donc, ça, on peut pas savoir et c'est difficile de savoir, on connaît pas la personne. Ça, je peux le concevoir. Après, c'est vrai que s'ils ont fait un scanner et que le scanner a merdé, je sais pas, et qu'il y avait rien sur le Bizarre, scanner, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu lui dis de sortir, il y a rien. Est-ce qu'on la garde en observation? C'est vrai que je peux comprendre que ce soit qu'il y ait eu cette situation. Mais bon, d'un autre côté, non, parce que en plus j'avais une vertèbre instable au final, puisque j'ai su après qu'il n'y avait pas de ligament, qu'elle n'était pas maintenue et qu'elle aurait pu venir compresser ma moelle. Donc là aussi, on se dit, voilà, ils ont bien merdé quand même. Même si, je peux concevoir. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une fracture avec comme ça, enfin ce que tu es en train de décrire, ne soit pas visible à un scanner? Est-ce que ce scanner, ils l'ont je sais vraiment pas si c'est le scanner. Après, ils auraient dû faire un IRM plutôt qu'un scanner. C'était un mauvais choix, je pense. Je sais pas. Après, pourquoi ça s'est pas vu sur le scanner? Est-ce que c'était une mauvaise lecture? Est-ce que réellement le scanner j'ai bougé? Je sais pas. Là, je saurais jamais ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, ce qui fait que tu passes quand même cette IRM au final, parce que bon, l'état fait que à un moment donné, il faut aller creuser. Et puis là, t'as le médecin. Qui c'est qui t'annonce que le diagnostic final? Alors là, on me dit que j'ai une fracture avec arrachement des ligaments. Le médecin vient me voir, il me dit ça. Donc, ils me disent là, ça va être un peu compliqué finalement. Vous allez devoir porter un corset pendant 3 mois. Et là, on va attendre quand même l'avis du neurochir pour être sûr que la moelle n'est pas touchée. Donc là, bon, un stress immense parce que je sais ce que ça veut dire. C'est qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs que la moelle n'était pas touchée. Donc là, je me dis, mince. Mais bon, toi, je veux dire, t'as les organes internes qui fonctionnent, t'as pas de problème j'arrivais plus à uriner. Perte de sens. Ah, si. À ce moment-là. J'arrivais plus à uriner, j'arrivais toujours pas bien à respirer. Le repas, je pouvais pas manger, mais parce que la douleur était atroce. Donc ça, c'était bon. Ça pouvait encore. Mais ouais, uriner, j'arrivais pas. Donc c'était problématique. Mais t'y arrivais pas parce que t'avais pas. Enfin, je sais pas. On va pas rentrer trop dans les détails non plus, mais parce que t'avais pas envie. Ah non, j'avais très envie, mais non, je pouvais pas. J'arrivais pas. En fait, c'est comme si c'était bloqué, mais je pense que ça a été tétanisé à cause de l'impact. La vessie a sûrement reçu un choc et du coup, je sais pas comment ça marche. De ce côté-là, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'elle a été un peu tétanisée elle aussi et du coup, j'arrivais plus à contrôler le muscle. Enfin, j'arrivais pas à le détendre pour pouvoir uriner, je pense. Donc ça a mis du temps puisqu'après j'ai dû avoir une sonde pour pendant quelques temps, quoi. Mais oui, voilà, parce qu'en fait, c'est parce que sinon tu gonfles. Parce que tu continues, enfin tu gonfles, c'est bizarre ce que je dis, mais si t'arrives pas à uriner et que tu continues un petit peu, je sais pas, t'es obligé de t'hydrater ou quoi, vite il faut trouver un moyen de ah oui, ils ont dû au bout d'un moment quand je leur ai répété 50 000 fois que j'y arrivais pas, ils m'ont forcé, hein. Enfin ils voulaient pas me sonder parce que c'est sûr qu'il vaut mieux éviter, c'est toujours problématique. Donc s'ils peuvent éviter, vu qu'il y avait en théorie pas de problème, j'ai essayé sur le bassin et tout, mais enfin c'était très compliqué. Déjà la douleur m'empêchait. Enfin, ça me bloquait et de deux, je pense que la vessie était un peu traumatisée en fait. Donc, est-ce qu'à ce moment, toi, tu te dis, t'essayes de mentaliser, je sais pas si on peut dire ça, que peut-être il y a quelque chose au niveau de la moelle qui est touchée. Est-ce que t'essayes de te le mettre en tête pour un petit peu l'accepter si jamais c'est vraiment le cas, ou alors tu le nies? Parce que tu sais, il y a un peu ces deux cas. Hein. C'est soit on se dit, vas-y, j'étais plus dans le déni. Là, non, j'étais pas prête. Et je voulais pas l'être. Hein. Là, je priais pour que que la moelle ne soit pas touchée, qu'il n'y ait pas de souci de ce niveau-là, quoi. Là, non. Ouais. Là, je me préparais pas à ça. J'espérais juste que ça n'arrive pas.
C'est un peu, tu sais, les systèmes de protection aussi pour pas être dans le choc et essayer de se préparer mentalement. Enfin, pas préparer Oui, mentalement, mais complètement. commencer à s'imaginer Ouais, pour que ça soit pas trop dur à vivre si jamais ouais. on t'annonce qu'il y a quelque chose, quoi. Mm. Particulier. Après, peut-être est-ce que je l'ai vécu, je me suis pas préparée parce que peut-être inconsciemment, je savais que la moelle n'était peut-être pas touchée ou réellement, j'avais pas envie d'être confrontée à ça ou ça, je sais Mm. pas. Bon, et finalement, bon, ça se passe bien, Oui. presque bien. Oui, Et bah, tu bien, on va dire mieux quand même. Parce que du ouais, coup, ouais. le neurochir arrive en disant tout va bien. Et là, bon, c'est très bien. Mais on me dit, donc voilà, un corset de 3 mois. Donc je me dis, bon, 3 mois, c'est pas si long que ça, c'est un peu long, mais bon, je vais peut-être rater bon, je rate les championnats du monde, mais peut-être je pourrais faire les championnats d'Europe. Donc c'est toujours bien, ça me fait un peu de repos, c'est pas très grave, ça ira. Et puis, du coup, le médecin de la fédération, avec tout ce qui s'était passé, on a eu un peu marre et m'a rapatrié à la Salpêtrière à Paris. Et de là, on m'a dit, ah non, non, mais si c'est pas possible que tu aies un corset, en fait. Il va falloir qu'on t'opère. Ah bon? Ah ouais. Et ce sera à combien de temps d'arrêt? Ah ben 1 an et demi. Ah, ah oui. Ah, c'est un peu plus long là d'un coup. Et pourquoi il faut m'opérer? Bah, parce que c'est une vertèbre instable, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut soit qu'on mette une plaque, soit qu'on mette une greffe. Donc après, bah, il y avait le staff qui s'est réuni pour choisir la meilleure solution. Si en plus je voulais refaire du sport, puisque moi je suis quelqu'un de sportif, l'envisager tout du moins, c'était pas très envisageable. Mais bon, au cas où, il fallait mieux réparer de la bonne manière. Et du coup, ouais, c'était 1 an et demi d'arrêt. Du coup. Est-ce qu'il enfin, je sais pas, il y a plusieurs choix, il te consulte aussi ou vraiment Moi, souvent c'est ce qu'on entend, c'est tiens, c'est soit ça maintenant et puis tu risques ça et c'est un peu le sportif, tu sais, qui prend la décision en sachant que les risques qu'il y a si ça va plus vite ou ça va moins vite. En fait, le chirurgien a passé beaucoup de temps avec moi le soir où lui a montré les vidéos parce que j'étais avec mes parents, mon entraîneur, mon ostéopathe, il fait aussi de la médecine chinoise qui me suivait. Donc j'étais bien entourée et en fait, le chirurgien a passé du temps en essayant de comprendre qui j'étais. Il y avait aussi le médecin de la fédération et de comprendre ce qui allait se passer et ce que ça engendrait et si j'avais envie de refaire du sport. Et du coup, je pense qu'il a vraiment pris conscience qu'il fallait qu'il fasse du mieux possible pour que je puisse reprendre le sport. Donc, j'ai pas eu à choisir de quelle voie j'allais prendre. Ils ont fait le staff et ils ont décidé ce qui était le mieux pour moi en fonction de qui j'étais, quoi. Et du coup, là, ils se sont dit, il faut lui faire une greffe. Donc, ils m'ont pris un morceau de bassin qu'ils ont mis entre les deux vertèbres, entre T11 et T12, pour la stabiliser. Un morceau d'os? Ouais, à Daliliac. Ils ont pris en fait un morceau de... Ouais, ils ont gratté, je sais pas comment ils ont fait. Je suis pas allée voir en vidéo, mais ouais, ils ont gratté en fait pour prendre un petit morceau et pour pouvoir en fait le mettre en fait entre les deux et stabiliser T11 et T12 ensemble vu que T12 n'avait plus de ligaments pour qu'elle bouge plus en fait. Du coup, ça fait une grosse patate qui est soudée. T'as deux vertèbres soudées au niveau du dos. Voilà, et du coup après ils ont mis une plaque avec des vis pour maintenir tout ça et pour que la greffe elle puisse prendre correctement sans avoir trop de contraintes dessus, quoi. T'as pas t'as pas de trou dans l'os là au niveau de l'iliaque ou alors t'as un endroit où tu sais qu'ils ont prélevé? Ah si, je le sens. En fait, c'est quand on met les mains sur les deux ailes iliaques, en fait, on sent. Je pense que même j'ai l'impression que ça refait en fait de l'os, mais plus. Ok. Le corps humain souvent crée de l'os en permanence et du coup quand il y a un trou il recrée de l'os et là j'ai l'impression qu'il a carrément fait un petit calosseux dessus. Ouais. Ok. Comme sur une clavicule qui serait fracturée. Voilà, ouais. Une bosse. Un petit cal, ouais, c'est ça. Donc si on le sent bien, enfin on le sent, mais c'est visuellement il y a qu'une petite cicatrice. Et alors ensuite la rémission ou la rééducation, tu fais de la kiné, tu fais ce que tu fais toi-même ce que tu sais que tu feras plus tard probablement. Il y a un effet un peu, tu sais, un peu l'arroseur arrosé. Ouais, tout à fait. Je me suis auto rééduquée parce qu'en plus j'avais pas de rééducation pendant 1 an et demi, libre à moi-même. Je me débrouille. C'est vrai? Ah oui. Comment? Pourquoi? Enfin, je veux dire. Apparemment, pas de rééducation, ça ne se fait pas pour le dos. Je sais pas, il y avait rien à faire, alors que j'en ai trouvé des choses à faire moi. Ouais, c'est comme ça que t'as renforcé toi toute la ceinture, enfin que t'as mis en place. Alors ça c'est en deuxième temps.
Parce qu'en fait, Ok. en deuxième temps, j'ai eu de la rééducation. Mais entre la première année, en fait, parce que du coup, c'était 1 an et demi normalement avant l'opération et moi, j'ai raccourci à 12 mois, 10 mois. Parce que bon, c'était déjà assez long comme ça. Fallait que je Mhm. raccourcisse tout ça. Donc, j'ai eu 10 mois au lieu de, du coup, 18, au lieu de 18 mois. Donc, j'ai été repérée 10 mois et c'est pendant ces 10 mois, en fait, que j'avais pas de rééducation, où j'ai rien eu. Et du coup, moi, je me suis fait une rééducation maison, c'est-à-dire que j'ai fait, après, c'est vrai que c'est des choses de base que on n'est pas obligé de faire avec un kiné, mais voilà, j'ai repris la marche. Au début, c'était juste les tours de chez moi, après le pâté de maison et un peu plus long à chaque fois. Après, je suis allée à la piscine pour faire des mouvements tout simples, de lever les bras. Enfin, vraiment, c'était des choses simples que tout le monde peut faire en fait. Mais bon, moi, je savais que le cheminement qu'il fallait faire pour me renforcer et du coup pouvoir avancer cette opération au plus tôt. Et t'as eu de la chance de pas avoir d'infection nosocomiale ou de complications Ouais, qui ont non, suivi aucun derrière. souci. Ouais, ah ouais, ça, ils ont été top. Enfin, à l'hôpital, ils ont été vraiment bien. La prise en charge a été géniale. Et puis, ma cicatrice, elle est juste magnifique. Enfin, le chirurgien, il a fait un travail d'enfer. Je le remercierai jamais assez. Comment il s'appelle ce chirurgien? Docteur Riouallon. Bon, Il bah, est il à passe le Saint-Joseph bonjour. maintenant. Il est plus à la Salpêtrière. Tu vois, je pense à Julien Caglierini que j'avais reçu, je sais pas si tu connais, qui lui s'était fait opérer, c'était en France du dos parce il avait une hernie discale qui traînait depuis longtemps et il s'était enfin décidé de se faire opérer parce que bon bref, il explique dans le podcast et puis lui il avait en fait la problématique qui avait été c'est qu'il avait chopé une infection derrière et c'est Ah. ça qui l'avait mis enfin qui l'a fait durer sa Ah rémission oui, bah oui. pendant hyper longtemps quoi. Ah Que ouais. ça allait au début et puis se voir régresser, de plus en plus de difficultés et que c'était le souci. Bon, Ouais, ouais, c'est vrai que oui, Julien. là, ça peut arriver et c'est pas top. Et donc tu fais ta rééducation après tranquillement par toi-même. Et alors à quel moment tu commences à travailler, je sais pas, tes abdos, les lombaires, faire des exercices et te dire tiens, j'invente, je fais mon propre programme pour me gainer, pour revenir, parce que il y a aussi dans cet aspect, t'as l'intention de revenir en compétition, parce que toi là, ta carrière, tu te dis pas qu'elle est finie, tu te dis elle est Non, juste en stand-by à cause de cette jamais. Bah, blessure. c'est ça qui m'a tenue, je pense, qui m'a fait avancer. Ouais. C'est de jamais me dire que c'était fini. Ah, j'y ai pas pensé. Ouais, c'était impensable pour moi. C'était, je vais revenir et c'est comme ça. Et même mes C'est quoi, parents, ça a tu te vois, été. ouais, mais je veux dire, tu te voyais en haut de l'affiche après, enfin, tu sais, revenir un peu la revanche, Pas spécialement par apprendre. rapport au monde ou en avant de l'affiche ou en haut de l'affiche ou juste pour moi retrouver toutes ces sensations que j'aimais et refaire du sport, refaire des choses qui m'animent en fait. C'était Mm. vraiment ça. C'était je vais revenir et je vais refaire le niveau que j'avais parce que c'est ça que j'aimais et que j'ai envie de le refaire. Donc je me suis pas Et posé de questions que je referais pas. C'est hors de question. Enfin c'était hors de ouais, question. c'était évident. Mm. Mm. Et comment tu fais alors rapidement pour retrouver ton niveau que tu avais avant? On entend souvent que les sportifs, une fois qu'ils sont blessés, enfin, surtout de haut niveau, en fait, c'est très très difficile, je pense, à revenir au très niveau. Je pense par exemple à un sportif comme un athlète comme Rafael Nadal, quand il a eu ses problèmes de poignet, il y en a énormément qui misaient sur le fait que c'était terminé. Le mec est bon, alors on sait pas. C'est pas les médicaments, c'est pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens où ils sont extrêmement suivis et on connaît pas leur traitement. Mais le mec est revenu, il a regagné Roland Garros, il est redevenu au top numéro 1 et tu te Mm. dis, c'est exceptionnel. Et normalement, quand on se blesse, c'est un peu, tu sais, le début de la fin. C'est ce qu'on entend. Souvent, ouais, parce que il y a deux critères à tenir compte. C'est qu'il y a le critère physique, où il y a les douleurs, qu'il faut arriver à enlever et à rééduquer. Et après, il y a le psychologique. Donc, suivant la blessure et comment elle est arrivée, le psychologique, il peut jouer énormément. Et moi, il a joué énormément sur la blessure et le traumatisme réel que j'ai eu et qui m'a réellement traumatisée et le fait d'être meilleure française et de retomber au fin fond du trou et de même plus savoir finalement qui on est 2 ans après quoi. Enfin voilà, donc il y a eu ces deux choses là à gérer plus après gérer mon dos et les douleurs et pour qu'ils redeviennent forts et qu'ils puissent reprendre Ouais, ouais, comment dire, ouais. avoir ses Ouais, ouais. contraintes quoi, assumer ses contraintes.
Et quand au bout de combien de temps tu repars sur la piste à recommencer à faire quelques saltos, 12 quelques mois. sauts périlleux? 12 Un mois. an. Un an pile, Un ouais. an. J'ai compris au bout de un an. Ouais, à peu près un an. J'ai été opérée à 10 mois et à 12 mois, en fait, après, je suis passée par un centre de rééducation, par le CERS de Cabreton, centre de rééducation de Cabreton. Et là, du coup, après ça, j'ai pu reprendre début septembre les acrobaties doucement. Et comment ça se passe dans la tête? Est-ce qu'il faut, comme au cheval, quand on tombe, il faut vite remonter pour ne pas rester bloqué dans le traumatisme? Mais mine de rien, tu te dis, Ouais, sauf que si je c'est pas retombe. comme au cheval, on peut pas refaire l'acrobatie qu'on a fait alors que ça fait un an qu'on est arrêté. Donc ça met du temps avant de retrouver le moment où on retrouve l'acrobatie qui finalement nous a fait tomber. Du coup, la reprise, elle s'est fait plutôt bien. Oui, plutôt bien jusqu'à ce que je me fasse une fracture à la cheville. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais sinon, en fait, ce qui a été compliqué, quand je suis arrivée en fait au moment où j'ai dû refaire l'acrobatie, c'est là vraiment que j'ai senti la difficulté. Où là, je me suis dit, j'ai peur. J'avais jamais peur Psychologique, avant. hein. Psychologique, on entend. Hein. Ouais, la peur de te reblesser. Ah ouais, la peur de me reblesser, parce qu'avant, j'avais pas vraiment peur en fait. J'étais un peu faux folle, j'ai envie de dire. J'avais peur de rien, donc on me dit fais ça, je faisais, il y avait pas de souci. Et puis là, je me suis dit mais en fait mon corps il est pas si fort que ça. Il faut peut-être que j'en prenne soin. Donc il peut casser. Donc là, je vais refaire l'acrobatie sur laquelle je suis tombée. Donc je peux me reblesser. Enfin, mon cerveau là s'est mis à disjoncter. J'ai fait une sorte de petite crise d'angoisse. Genre je vais pas pouvoir refaire l'élément. Et donc j'étais devant mon bac à magnésie. Donc la magnésie, c'est ce qu'on met sur les mains pour pas glisser. C'est la poudre blanche. Et donc j'étais au bac et j'étais là. J'ai pas envie d'y aller, mais en même temps il faut que j'y aille. Mais donc là vraiment ça peut faire. Hein. Ouais, à l'entraînement. Là c'est que ça fait un peu comme il faut remonter à cheval quand on est tombé. C'est un peu ce que je me suis dit. Là il faut que tu la fasses parce que si tu la fais pas, tu reprendras jamais le tumbling réellement. Tu pourras pas reprendre le niveau que t'avais si tu fais pas ça. Donc là j'ai dû me mettre un gros coup de pied au cul pour me dire maintenant ça suffit, t'y vas. Mais ça a été long dans ma tête. Il y avait le diable rouge et le petit ange. Ils arrêtaient pas de se chamailler. C'était un peu compliqué. Et puis à un moment, j'ai dit stop, j'y vais. Et donc j'ai réussi à refaire l'acrobatie. Ça s'est très bien passé. Mais et après, j'avais toujours finalement une toute petite angoisse qui restait là, mais qui était plus aussi forte que ce que j'ai eu la première fois que j'ai dû refaire. Ok, donc t'as cassé le truc, mais c'est toujours un petit peu là dans ta tête. Ça disparaît complètement jamais, quoi. Ouais, c'était toujours un petit peu présent, quoi. Mais ouais, ça n'a jamais réellement disparu, mais c'était quand même, ça m'a pas empêché de refaire plein de choses derrière. Est-ce que pour être un grand champion, ou en tout cas une grande championne dans ta discipline là, c'est juste ton expérience personnelle, parce que ça va varier évidemment en fonction des individus, mais toi tu penses qu'il vaut mieux, que c'est mieux de pas être blessé parce que justement tu as un peu le côté faux folle et en fait tu ne réalises pas nécessairement qu'il peut t'arriver quelque chose de grave, et c'est ce qui fait que tu vas aller chercher peut-être les plus belles figures ou les plus belles performances, ou alors il faut être passé par un moment de blessure, un drame entre guillemets comme ça, pour avoir cette expérience accumulée, ce feedback, pour être capable de faire encore mieux avec une plus grande conscience des dangers. C'est de la dualité. Il faut être folle ou il faut. C'est compliqué. Je pense que c'est plus simple à vivre d'être fou, j'ai envie de dire. Mais je pense que si on le prend de manière positive, la blessure, ça peut énormément apporter, puisque moi, ça m'a apporté énormément en termes de sport, mais aussi en dehors. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi, sur comment gérer les choses. Ça m'a appris tellement que du coup, je me dis que cette blessure a été quand même positive, même si je suis passée par un moment très difficile. Elle m'a énormément apporté. Donc, après, ça dépend de la gestion de la blessure, mais c'est deux choses totalement différentes. Soit être insouciant, soit apprendre et passer par des moments difficiles. Le mieux, quand même, à vivre, je dirais que c'est d'être fou. Ouais, c'est vrai. Mais au final, le niveau que t'as... Ouais, c'est toujours pareil, c'est ça. C'est à quel moment il faut être conscient, ou alors faut y aller tête baissée. Mais le niveau que tu as eu après, lorsque tu as finalement retrouvé, tu m'as dit le niveau, et que t'as fini ce que tu voulais faire, est-ce que tu juges que ce niveau était supérieur à celui que tu avais avant la blessure? Ouais.
T'es allé plus Ouais, loin t'es alors. supérieur. Je suis allée plus loin, que ce que j'étais avant ma blessure. Ah ouais, même ça, et ça, j'en suis vraiment fière. Je suis fière de moi d'avoir réussi à aller au-dessus de ce que j'étais, quoi. Que la blessure finalement m'a pas empêché de continuer à avancer. Elle m'a, on va dire, mis un petit arrêt dans ma carrière, mais elle m'a pas empêché d'aller plus loin derrière. Tes études de kiné pendant ce moment, est-ce que tu continues de les faire? T'es à distance parce que c'est difficile à distance pour toi parce que t'as tout le côté pratique que tu pouvais pas faire lorsque t'étais blessé aussi. Ouais, ça a été compliqué, surtout que quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais un examen une semaine après, et comme j'étais sortie de l'hôpital, je pouvais pas le décaler. J'avais le droit de le décaler que si j'étais dans l'hôpital. Et comme c'était une semaine après, j'ai pas eu le droit de le décaler, ce qui fait que j'ai dû le passer chez moi puisque je pouvais pas aller à l'hôpital, à l'école, puisque je ne pouvais pas tenir assis et j'avais pas le droit de prendre de voiture. Donc il aurait fallu que j'y aille en ambulance, super, pour arriver à l'école et passer l'examen allongé, ça aurait été génial. Mais du coup, non, je l'ai passé chez moi, allongé dans mon canapé, à répondre du coup à mon examen avec la secrétaire qui me surveillait. Donc réviser dans ces conditions-là, c'était assez particulier. Bizarre, hein. Ouais. Assez compliqué, ouais. Et alors, ça a donné quoi? J'ai limité les dégâts, on va dire, et après tout le long de l'année, ça a été difficile parce que j'étais fixée sur mon rétablissement, sur ma rééducation, mais plus trop sur les cours en fait. J'arrivais plus à gérer les deux. Et en fait, ça a été. On pourrait penser que le haut niveau souvent empêche d'être bon à l'école, mais moi non, ça équilibrait ma vie. Et là, ça a été un basculement, et du coup, c'est là que j'ai eu les moins bonnes notes de tout mon cursus scolaire. Ok. Donc ça a été une année très compliquée. J'arrivais même pas à me concentrer dessus. En fait, j'avais la tête qui partait ailleurs. Je voulais reprendre le tumming. Je pense au tumming. Enfin, c'était le tumming, quoi. Du coup, les cours, ça passait un peu après. Comment mais je mettais en diplômé application sur moi quand même. Donc je travaillais un peu. Ouais, c'est ça. Il y avait des choses que t'apprenais, tu pouvais directement les mettre. Ouais. T'as un exemple d'ailleurs, un exemple ou un truc précis, un exercice, quelque chose dont tu te souviens que t'as lu dans tes cours et tu t'es dit tiens, je vais le faire sur moi? Précis. Non, pas là qui me viennent. Peut sûrement, mais là, de précis, tout de suite maintenant, non, j'y ai pas réfléchi. C'était jamais une question qu'on m'avait jamais posée, alors. Je poser des questions qu'on te pose jamais. Très bien. Donc, quand est-ce que tu es diplômé alors? Est-ce que c'est après être revenu au plus haut niveau, pendant? Entre les deux, ouais, parce que c'est en 2017 que j'ai été diplômée. Donc, c'est juste avant la médaille, du coup. En fait, j'ai été diplômée en juin et ma médaille de retour au championnat du monde, elle est en novembre. Donc 2017, c'est l'année de toutes les fêtes, quoi. Ouais, c'est ça. T'es diplômé, tu reviens. La belle année. Après 2013, qui finalement était une belle année au départ. Parce qu'elle a été très belle, puisque j'ai fait le triplé. Le triplé, c'est ce qu'on appelle championne de France par équipe, championne de France individuelle et Coupe de France. Donc, c'est 3 médailles d'or que tu as dans la même année. Et donc, on appelle ça le triplé. Donc, pour avoir un triplé, c'est pas évident. Mais et moi, je l'avais eu cette année. Et en plus, j'avais fait les Jeux mondiaux. Donc, c'était vraiment une belle année, qui s'est mal terminée, mais une belle année quand même. Bon, t'as eu ces 2 années qui te seront marquées. Ouais, 2013-2017, ouais. Comment, quand tu gagnes 2017, quand t'arrives au bout, là, avant de basculer, de te dire, parce que c'est à partir de ce moment-là que t'as commencé à perdre un peu la flamme, donc si j'ai bien compris, que tu t'es dit, bon, c'est bon, je suis allé là où, j'ai fait ce que je voulais. Ouais, j'ai enchaîné sur les Europes, mais ouais, ça a, je pense, commencé indirectement dans ma tête, ouais. À perdre un peu le but, quoi. T'avais perdu le but. C'est intéressant. Quand tu gagnes, je sais pas, je suis très cinématographique dans ma tête et très peut-être un peu trop hollywoodien dans comment j'imagine le truc, mais est-ce que quand tu gagnes, t'es sur le podium, il y a la musique, il y a je sais pas s'il y a les drapeaux ou quoi, mais les drapeaux qui montent au plafond, les drapeaux qui montent, magique en plus. Ouais, tu repenses à toutes tes blessures, tu sais, il y aura une espèce de, on serait dans un film. Ah ouais, comme les films. C'est ce que je me suis dit quand c'est arrivé, ça faisait comme un film quand on revoit toutes les images. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Il y avait toutes les images, le drapeau de la France qui était en train de monter, les copines à côté, et c'était waouh. Ah ouais, c'était fou. Enfin, moi, je pleurais tout ce que je pouvais. Hein. Ah ouais, même pour dire, les Russes, en fait, elles sont tombées, donc elles étaient tristes, évidemment, parce qu'elles rataient la médaille de bronze. Et l'entraîneur russe m'a vu pleurer, mais toutes les larmes de mon corps, et elle était là,
mais pourquoi t'es triste? Mais je dis, mais non, je suis pas triste, en fait, je suis vraiment heureuse parce que, j'ai expliqué que voilà, c'était dû à ma blessure, donc elle savait ce qui s'était passé. Et du coup, elle m'a pris dans ses bras pour me réconforter alors elle avait raté, mais que moi, j'étais heureuse. Enfin, c'était vraiment particulier comme moment. Et non, ça a vraiment, enfin, du moment où on a gagné jusqu'à plein de jours après, j'avais le sourire, il était jusque là, il voulait plus s'enlever, j'avais mal à la mâchoire à force. C'était magique. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et toi, t'as pas eu de période de dépression après, ou justement après tant d'avoir culminé, enfin tout ça pour en arriver là, avec un bonheur aussi intense, derrière, t'as pas une dépression, quoi. Non, parce qu'il y avait les Europes et du coup, je voulais continuer sur les Europes. Enfin, je voulais pas. Donc, j'ai eu derrière une petite semaine un peu, voilà, où ça retombe. C'est normal, ça, c'est la retombée des émotions, quoi. Donc, mais non, parce qu'après, on refait championne de France d'ailleurs, par équipe. Et après, j'ai renchaîné sur les championnats d'Europe, donc j'avais pas trop le temps de réfléchir. Je voulais. Ok, t'avais toujours des repartir. objectifs qui s'enchaînaient, donc Ouais. c'est ça, quoi. J'ai besoin de. Oui, on a compris. C'est ça, besoin d'être instantanément dans l'action. Ouais, voilà. Et comment tu te rends compte que finalement, ça y est, t'en as un peu marre? T'es déçu. Est-ce que t'es déçu de ce sentiment de dire je commence à en avoir marre? Parce qu'il y en a, tu sais, tu veux continuer et puis t'aimerais avoir toujours la flamme, et si tu la perds, t'es déçu de la perdre. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est particulier en fait. C'est une sensation où on se dit, en fait, bah non, ça va pas être terminé maintenant. Après, et puis après, du coup, on réfléchit. Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais envie? En fait, on retrace un peu tout pour essayer de voir et de comprendre le niveau qu'on a. On aurait pu faire de mieux? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'on a toujours envie de ça finalement? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Donc on pèse le pour, le contre. Voilà, ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris quelques mois pour vraiment être sûr que c'était ça. Et du coup, après une bonne réflexion, quand j'ai pris la décision, j'étais bien en fait avec moi-même parce que c'était réellement ce que je voulais. Et j'avais vraiment fait le tour en fait, et que j'avais besoin vraiment de passer à autre chose. Et donc du coup, ça a été ça m'a pas posé de problème parce que c'est vrai que souvent j'en ai connu pas mal qui derrière c'est très compliqué pour eux parce que je pense peut-être qu'ils arrêtent pas pour les bonnes raisons, et ou ils arrêtent parce que ils ont pas le choix ou parce que c'est trop difficile, pour plein de raisons qui font que ils arrêtent pas réellement parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Et là ça peut être difficile, alors que moi j'ai vraiment arrêté en ayant tout fait comme j'avais envie, peut-être des petites choses que j'aurais pu faire mieux, des petites erreurs voilà que j'ai fait en compétition qui m'ont coûté des médailles, mais j'ai accepté, c'est comme ça, et puis je passais à autre chose, et ça va du coup. À quel âge? T'as quel âge là? Enfin, pas maintenant, 28. mais. Ah, quand j'ai arrêté? Ouais. 26. Ouais, d'accord, 26. Est-ce qu'à 26 ans, tu te dis, enfin, t'as un plan B derrière? Est-ce que le surf, c'est quelque chose parce que je sais pas si maintenant on peut considérer que c'est le surf à 100% ou autre chose. Je pense ça parce que j'ai souvent vu là que tu t'étais mis à fond dans le surf. C'est quoi le plan B? Et la question sous-jacente aussi, c'est d'un point de vue carrière, à un moment donné, t'es kiné aussi, donc c'est vrai que tu t'es peut-être moins embêté en train de te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais gagner ma vie et tout ce genre de choses, quoi. J'avais préparé l'après au cas où. T'es intelligente. Oui, ça aide. Ça aide. Du coup, c'est aussi moins stressant de savoir qu'on a un après, qu'on a des choses potentielles qu'on peut faire. Du coup, on se dit j'arrête, mais je peux aller travailler en kiné libéral, je peux aller travailler en kiné en hôpital, je peux du coup, on m'a proposé, il y a un entraîneur de surf qui m'a proposé de m'entraîner à fond. Donc j'ai plein de possibilités, j'ai mon compte Instagram qui fonctionne. Du coup, je sais que j'ai des choses moi que j'ai apprises grâce à ma blessure et en tant que kiné que je peux retransmettre via mon compte Instagram. Donc j'avais toutes ces possibilités et du coup j'avais plus qu'à finalement choisir celle qui me convenait le plus à ce moment-là. Et alors, c'est beaucoup moins stressant. Comment? Ouais. Non, ça a été quoi alors finalement? T'as fait kiné, t'as fait. Alors tu du coup, non, là, j'ai pas été vers la voie kiné ni libéral ni hôpital. Du coup, je suis allée vers le surf parce que j'avais cette opportunité qui était là maintenant et ce qui se serait peut-être pas représenté. Donc je me suis dit autant saisir ça parce que de toute façon j'ai besoin de faire du sport, j'aime le sport. Donc du coup, il m'a proposé, donc il y a un entraîneur, de m'entraîner assez de manière intense. Et donc, du coup, je suis allée vers ça. Et après, dans un deuxième temps, je me suis dit, il faut quand même que
que je gagne ma vie aussi. Ouais, parce que ça rapporte, c'est comme le tumbling en fait. C'est très peu médiatisé, donc forcément il n'y a pas beaucoup de sponsors, c'est peu public, il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai créé le compte Instagram. C'est de cette manière-là. C'est pour cette raison-là. J'étais dans le tumbling de haut niveau et j'allais devoir mettre un terme à ma carrière et travailler comme tout le monde parce que je pouvais plus financer mon sport en fait parce qu'on n'a pas suffisamment d'aide pour pouvoir en vivre. Donc je me suis dit pourquoi pas avec mon entraîneur, on s'est dit voici on crée le compte, je t'aide pour le compte et on va essayer de le développer pour que tu puisses trouver des sponsors et pouvoir continuer à t'entraîner. Ça c'est au tout début hein. C'est avant ta blessure, c'était avant en 2015. 2015. Donc c'était au milieu en fait, juste 2 ans après ma blessure, mais avant le retour réel en équipe. Et donc voilà, c'est pour ça que le compte a été créé. C'était vraiment pour m'aider en tant que sportif de haut niveau à pouvoir continuer à faire mon sport. Ouais, et ça t'a permis d'avoir justement des contrats, d'avoir des choses qui t'ont permis de gagner de l'argent autour du tumbling, autour du tumbling, avec objectif tumbling au départ. Oui, j'ai eu des contrats qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis du coup de pouvoir continuer de cette manière-là, à continuer et puis pouvoir revenir. Finalement, je suis revenue en équipe de France aussi, c'est grâce à ces contrats-là, quoi. Alors c'est des contrats quoi de marque, vêtements, alimentation. Alimentation sportive et vêtements principalement. Okay. Bon. Et dans le surf, tu m'as dit, t'as repris un peu la kiné là, parce que finalement, le surf ça gagne pas, pareil. Enfin, ça gagne pas. T'as transféré ton image, t'as transféré ce que t'avais vers le surf via non, je m'exprime mal. T'as transféré via le surf les compléments, les marques, les sponsors que t'avais. T'as réussi à faire le pont comme ça. Voilà, la marque principale qui m'aidait, c'était Footspring. Et en fait, j'étais avec eux donc dans le tumbling. Ils m'ont énormément aidé. Et du coup, après, moi, j'ai mis du coup un terme à ma carrière et je me suis dit, mince, ils me suivent pour le tumbling, comment je vais faire? Donc, je leur ai envoyé un mail, j'ai tout expliqué. Je leur ai dit, maintenant, je me mets au surf à fond. Et est-ce que vous me suivez? Et ils ont dit, mais génial, on te suit, il n'y a aucun souci, on adore ce que tu fais. Le tumbling, c'était génial, mais si tu vas au surf, c'est super aussi. Vraiment, ils ont été top et du coup, ils ont continué à me suivre dans le surf. Oui, parce que finalement, Footspring, c'est assez large parce que là, je suis sur leur page Instagram, tu vois, haute qualité, sain, gourmand, blabla. Je dis blabla parce que et on voit un peu de squat, on voit un peu de pilates, on voit des brownies au chocolat. Je veux dire, il y a pas un désir d'être uniquement sur un type d'athlète, donc ça va pas te déranger que tu changes de sport parce que on reste toujours dans le. Oui, c'est l'alimentation sportive, donc du coup, oui, c'est de l'alimentation, voilà, pour essayer de maigrir, soit d'être meilleur dans son sport, et du coup, ça allait complètement avec. Et puis il y a le côté océan, nature qui va bien aussi avec l'esprit qu'ils ont fait de faire ressortir de la marque, donc finalement ça correspondait très bien. Et justement, tu vois, sur cet Instagram que tu as créé, aujourd'hui, c'est quoi ton image? Lauriane maintenant, c'est qui? Enfin, c'est qui? C'est une ex, c'est tout ça, c'est plus que ça, et puis ensuite je vais un peu te taquiner probablement, mais déjà. Ouais, j'ai peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Non mais ça va là, ça fait un moment qu'on est 1h20 normalement, le stress c'est bon, il y a plus de, moi je suis redevenu 100% moi-même, je pense que toi t'es relâché, donc on va faire. Oui. On va voir. Du coup, c'est en fait c'est maintenant le surf principalement. C'est tout mon côté sportif que j'aime bien en fait transmettre, ce côté qui anime ma vie. Et après, il y a le côté au niveau des programmes que je propose via du coup cette expérience que j'ai acquis en tant que sportif de haut niveau et en tant que kiné, quoi. Bon, t'inquiète pas, je vais pas. Quand je dis que je vais te taquiner, c'est que quand je vois ton compte Instagram, il est super bien fait, il est hyper pro. Hein, de toute façon, on l'a dit, hein, t'as un gros, je sais pas comment on dit, following ou un gros compte, quoi, je veux dire. Ouais. Et alors oui, mais alors si je te demande comment tu te perçois exactement, c'est quoi l'image que tu as envie de renvoyer finalement? Est-ce que tu as envie d'être c'est une influenceuse que tu veux être, ou alors c'est j'aime pas ce mot. Une sportive, une thérapeute, je sais pas.
Non, en fait, c'est plus euh, être moi. En fait, c'est montrer que je suis bien, que j'ai eu une blessure grave, et maintenant je suis bien dans mon corps, avec mon corps, et que j'ai appris du coup dans les photos, c'est plutôt retransmettre que voilà, je travaille mon corps en fait, pour qu'il soit en bonne santé, et que du coup, bah, grâce à cette bonne santé, l'esthétique peut peut-être intervenir, et aussi que dans mes posts au niveau de l'écriture, qu'on ressente que bah, j'ai envie de faire partager tout ce que j'ai appris et transmettre tout ce que voilà moi je ressens, et comment je le prends en compte et comment j'agis dessus sur les différentes choses qui peuvent arriver dans ma vie. Parce que les photos sont vraiment incroyables d'ailleurs. Enfin, je dirais incroyables de qualité. Enfin, tout ça, c'est des shootings photos ou Oui, y a un pro derrière qui fait ça, qui s'occupe de ça. oui, il y a un photographe. Ça, c'est pas mon domaine, la photographie. Là, sur ça, je suis pas compétente du tout. Donc, ouais, ça, c'est un photographe qui gère toutes les photos. Ouais, non, les photos sont hyper. Enfin, ça se voit, quoi. Je veux dire, c'est pas pris avec. C'est pas le. Bah, il y a pas de Ouais. selfie, quoi, si tu veux. Donc, c'est pour ça que ça fait de suite très professionnel. Et c'est la raison pour laquelle je te demandais un peu quelle image tu vas envoyer. Et quelle image ou alors, c'est pas quelle image tu veux renvoyer, mais c'est comment peut-être. Bah, si, il y a de ça, finalement. C'est qu'est-ce que tu veux renvoyer, qu'est-ce que tu veux montrer. Et il y a beaucoup il y a beaucoup de photos de toi, de posing, bon, voilà, des photos qui sont vraiment superbes. Et peu de photos, finalement, de tumbling. Alors, je sais que c'est dans le passé, donc, bah, il y en a plus d'actualité, mais de surf aussi, tu vois, on te voit pas beaucoup surfer, ou alors j'ai pas assez scrollé. Est-ce Non, que c'est un on me voit désir? pas beaucoup. En fait, Ouais. on me Est-ce voit. que vas-y, dis d'abord et C'est ensuite. c'est compliqué parce que on me voit beaucoup en story surfer. Tout ça, les stories, on en voit. Voilà, j'essaie de mettre quand je fais des nouvelles choses, quand j'ai des vagues qui sont jolies, on voit énormément. Donc ceux qui me suivent tout le temps savent que je surfe énormément, et le voient dans mes stories. Donc ils savent mon avancée, ma progression. C'est vrai qu'en post, il y en a pas beaucoup parce que je suis très exigeante avec moi-même, et en fait, j'arrive pas à poster une photo qui ne me convient pas d'un point de vue technique. Quand par exemple, même là j'en ai posté une il y a quelques temps, et j'ai eu du mal à mettre parce qu'elle convient pas en fait à la technique du surf. C'est comme en tumbling, j'aurais pas pu poster des photos qui ne sont pas correctes en fait d'un point de vue technique. Du coup, en tumbling j'en pose plus trop parce que bah, c'est du passé, donc j'en mets de temps en temps, mais beaucoup moins, parce que bah, c'est du passé et j'ai pas envie de non plus tout le temps ressasser pour les gens qui me suivent tout le temps le passé, quoi. Et donc le surf, ben, j'ai encore du mal. En fait, j'ai envie de progresser encore pour arriver à pouvoir mettre des photos qui me conviennent. Et donc pour l'instant, j'estime que j'ai pas le niveau de pouvoir mettre des belles photos, même si j'aimerais qu'il y ait que ça sur mon compte, mais elles sont pas, j'arrive pas à avoir une belle photo qui me convient. Donc il y en a souvent en story des photos, mais en post c'est très compliqué. Ok. Et donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas nécessairement de stratégie, parce que ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le monde du fitness. Alors, toi, t'es pas dans le monde du fitness et quand je dis fitness, c'est presque fit game, tu vois. Oui. On te voit pas faire des exercices avec des élastiques, par exemple. Voilà, je vais prendre le cliché absolu. On te voit pas faire des abductions de genoux avec des élastiques en disant muscler vos fessiers pendant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans tes programmes, tu ne parles pas de créer vos fessiers ou je veux dire prenez 3 cm de cul. Enfin bon, bref, je sais pas Le des but titres de mes déguisants là. programmes. Voilà, c'est ça. Ils sont plutôt bien orientés sur la sangle abdominale, sur le maintien, sur Sur la le côté un santé. peu santé. Ouais, c'est sport santé plus, en fait, parce que mon Mais programme abdo, il va être pour la sangle abdominale, pour voilà, soit améliorer ses performances, soit pour les problèmes de dos. Après, là, je viens de sortir le nouveau qui est 100% bien-être, c'est juste pour la gestion du stress, pour se sentir mieux dans son corps et éviter tous les problèmes liés au stress. Donc, il y a plein de choses différentes, et voilà, c'est plus sport santé que réellement de l'esthétique. Parce que moi, comme je dis, l'esthétique vient après, finalement, la santé. Mais alors justement, et c'est pour ça que je dis que je vais te taquiner un petit peu, parce que je suis sûr qu'il y en a un paquet qui sont derrière qui regardent le compte et qui sont derrière les oreillettes ou ou le casque, qui se posent probablement la même question. C'est est-ce que c'est une stratégie Tu m'as dit que non, mais enfin, on va dire j'ai perçu ça comme non, mais je vais quand même te demander, est-ce que c'est une stratégie de poser beaucoup de photos de toi? On va pas se le cacher.
t'as quand même un physique qui est, t'es musclé, t'es sèche comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que t'as peu de gras, tu as la plastique que je pense 110% des filles aimeraient avoir. Je vais faire simple. Est-ce que tu penses que ça joue, le fait que tu sois dans cet état physique, que ça, c'est une stratégie commerciale d'un côté pour promouvoir un peu ce que tu fais pour dire, et en même temps de l'autre côté, est-ce que t'as pas peur de créer des jalousies ou de créer des complexes? Alors, je sais que je pose des questions vraiment avec un maximum de pincettes parce que je ne me place ni d'un côté ni de l'autre et c'est toujours difficile pour moi. J'ai toujours plein d'idées en tête, mais je bascule d'un côté et de l'autre parce que j'essaie d'être le plus empathique et le plus impartial possible. Mais je suis obligé de te poser cette question-là parce qu'on a dû te la poser, tu dois y penser tous les jours, enfin régulièrement, te dire entre cette image que tu renvoies, ce que tu promets, même si c'est pas des promesses, c'est compliqué ce milieu des réseaux sociaux. Alors moi, comment dire, je veux pas, c'est vrai que et je veux pas te mettre mal à l'aise non plus, hein, si jamais c'est des sujets. Juste comment l'expliquer de manière simple. Je veux pas mettre spécialement. Enfin, c'est pas mon corps. Même si je mets mon corps en avant, c'est quand même du travail et beaucoup le savent. Ils me le disent en story. On sait que, enfin voilà, ce corps-là, tu l'as pas pour rien. C'est parce que tu travailles. Et on sait que tu travailles parce que tu veux être en bonne santé. Et c'est aussi ça que j'essaye de faire ressortir. C'est pour ça que je mets souvent des posts écrits que des fois les gens ne lisent pas. Avec ces photos, c'est pas juste une photo d'esthétique jolie ou peu importe, c'est que derrière il y a un texte et souvent il y a des choses que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que voilà, il y a pas que mon physique. Alors même si mon physique va interpeller, derrière, je veux aussi qu'ils comprennent que le plus important c'est de se sentir bien dans sa peau et d'être bien, de faire ce qu'il faut pour se sentir bien, que ce soit un problème lié à son physique qu'on se sente pas bien ou bien que ce soit des douleurs de dos ou autre, et bien le but c'est d'aller mieux et de s'accepter, pouvoir s'accepter. Donc c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Et c'est sûr que après oui, j'utilise mon corps, mais moi aussi j'ai énormément travaillé, j'ai quand même une grosse blessure. Derrière, je suis revenue. Et si j'ai ce corps-là, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Et donc, je veux montrer aussi que c'est possible pour tout le monde en travaillant. Et tu vois, si j'ai voulu parler de ça, parce que je me l'étais noté dans mes notes, hein, j'ai toujours des petits thèmes que j'ai envie d'aborder, je trouve intéressant. Si j'ai voulu en parler après tout ça, c'est aussi pour la raison que je voulais pas sauter dans ce sujet-là directement et que je trouve ça plus intéressant de parler d'abord de ton parcours sportif, etc. Pour déjà savoir à qui on a affaire, entre guillemets, un peu ton expérience et par ce par quoi tu es passé, pour ensuite parler de cette image-là et pourquoi on en arrive à là et pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça, comme tu le dis, en fait, il y a une raison, il y a quelque chose derrière. Mais l'envers du décor derrière ça, c'est-à-dire que a priori, bon, alors là, on a compris tout ton parcours. Mais si on se place de quelqu'un qui ne te connaît pas, ça va permettre de voir un peu l'envers du décor. Quelqu'un il tombe sur ton compte. Il a pas écouté ce podcast, admettons, ou il connaît pas ton trajet. Il voit ta plastique. Il voit ce compte Instagram qui est bourré de followers, qui a 200 000 followers, qui est extrêmement suivi, de belles images, de belles photos, une fille qui fait du surf, qui est kiné, qui est ancienne championne de France tumbling. C'est le modèle absolu. C'est le modèle absolu. C'est genre, j'ai envie d'être cette personne, en fait, ou alors elle a tellement de chance, etc. C'est quoi l'envers du décor? Qu'est-ce que ça implique d'avoir un compte avec aussi gros qui paraît entre guillemets parfait? Si on parle de justement, c'est quoi le négatif? Le négatif, c'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce que ça vient avec une malédiction ou pas nécessairement? Une malédiction? Est-ce que ça vient avec ouais, non, mais je veux dire une malédiction. Est-ce que ça vient avec des gens qui critiquent beaucoup? Est-ce que ça vient avec des messages haineux? Est-ce que ça vient non, parce que moi, ce que j'essaye tout du moins de faire, c'est que les gens peut-être vont s'intéresser au début aux images, et derrière ce que je veux c'est qu'ils lisent les textes et qu'ils comprennent la personne qui est derrière. Et après en message privé, j'ai énormément de messages, voilà, des gens qui comprennent, et en fait non, j'ai énormément de messages bienveillants qui me suivent et qui sont tout à fait qui comprennent ce qui se passe, on va dire, enfin ma vie et pourquoi je suis comme ça.
Et derrière, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent en me disant j'ai mal au dos, j'ai vu qu'après ta blessure ça allait mieux, comment tu as fait? Et donc là, j'explique que oui, j'ai un programme et après les personnes font ce programme et derrière reviennent vers moi en me disant mais j'ai plus mal au dos, une maman qui est venue me dire je peux plus marcher, j'arrive plus à faire de randonnée alors que je le faisais avec mes enfants, j'ai trop mal au dos, c'est insupportable, personne n'arrive à guérir. Donc j'ai dit bah moi, j'ai fait ce programme, il a marché sur moi. Est-ce que tu peux essayer? Tu verras ce que ça donne et tu reviens me dire ce que ça donne. Et la personne, elle est revenue au bout des 10 semaines et m'a dit, ben, maintenant, je peux recommencer ces randonnées. Ça me fait du bien. J'ai quasiment plus de douleur. Et du coup, moi, d'avoir ces genres de retours, c'est vraiment aussi pour ça que je continue à créer des programmes et à faire en sorte que les gens aillent mieux. Parce que, voilà, d'avoir des retours quand les gens me disent, je peux enfin faire ça, ou j'ai plus de douleur, ou j'ai plus ci, moi, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Ok, non mais c'est très clair. Et ce que j'ai aimé sur ton compte aussi, parce que c'est ce qui se dégage, c'est que tu dis pas de conneries en fait. Tu vois, pour faire la comparaison, enfin tu dis pas de conneries. En tout cas, j'en ai pas vu. Je peux en dire, mais j'essaye de pas en dire tout du moins. Non, mais je pense aussi c'est ton background et puis le fait que tu aies ce diplôme aussi de kiné qui fait que tu sais un peu de quoi tu parles. On voit pulluler, enfin beaucoup de comptes, je n'en citerai aucun de toute façon parce que j'en ai pas en tête là précisément, où au-delà des photos, des belles photos, il y a aussi en post pas mal de conneries sur des promesses, beaucoup de marketing, mais le marketing négatif qui promet, qui complexe les gens, les filles, plus les filles généralement, parce que c'est les filles s'identifient au camp de filles évidemment, surtout sur quand on veut obtenir le même physique. Voilà, toi, il y a des belles photos, mais tu dis pas de conneries, quoi. En fait, moi, je veux pas qu'on se compare à moi parce que chaque personne, c'est ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que chaque personne est différente et chaque personne a un vécu et un passé différent. Donc, ça sert à rien de vouloir ressembler à telle ou telle personne. Ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien dans leur corps, dans leur esprit. Ça leur appartient et c'est à eux d'être bien avec eux-mêmes et pas de ressembler à quelqu'un. Parce que ressembler à quelqu'un, ça ne veut pas dire être bien. Parce qu'on n'est pas cette personne. Donc, ça sert à rien de vouloir ressembler à cette personne. Donc, moi, je veux pas que les gens me ressemblent. Je veux qu'ils soient bien. Et quand des gens viennent me voir en privé, je discute avec eux, je prends le temps. Et il y en a aucun qui me dit j'ai envie de te ressembler. Parce que je pense que les gens qui peut-être le pensent ne viennent pas vers moi, mais moi vraiment c'est pas le message que je veux faire passer. C'est pas en prenant ce programme abdos, vous aurez les mêmes abdos que moi. Vous aurez un ventre plat parce que ça marche, c'est vrai. Mais moi, je veux surtout que parce que vous avez pourquoi vous voulez un ventre plat et est-ce que si vous aurez un ventre plat, vous serez plus heureux avec vous-même. Enfin, vous vous sentirez mieux. Moi, c'est ça surtout. Est-ce que si vous aurez plus mal au dos, vous serez content? Bah oui, évidemment. Donc du coup, ce programme a marché sur mon dos, il a marché sur beaucoup de personnes, donc il peut marcher sur vous. Je peux pas vous l'assurer, mais s'il marche sur vous et que vous allez mieux, moi je serai contente. Et qu'est-ce qui fait que tu ne, enfin, ou alors peut-être que tu as changé, tu pratiques la kiné en ce moment? Non, du coup c'est juste à travers des programmes. Ouais, là du coup avec le CERF, du coup c'est une sorte de kiné qui n'existe pas. C'est vrai qu'on la voit pas de cette manière parce qu'on se dit qu'il faut être avec les patients, que c'est pas une kiné qui est très saine. Et alors que je suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est une kiné qui est un peu différente. Je dirais que c'est de la prévention avant d'aller chez le kiné pour éviter que tous les kinés se retrouvent avec des problèmes de dos en permanence, par exemple. Ou ça peut être en post kiné. Ils ont été chez kiné pendant tant de séances. Ils ont plus trop mal au dos, mais par exemple, pour faire perdurer ce qu'ils ont fait chez le kiné, ils prennent par exemple le programme abdos pour continuer à avoir les effets bénéfiques du kiné. Donc moi, je dirais que je suis plus un kiné entre le kiné qui voit les personnes et le médecin. Enfin, on est un peu, tu vois, dans de la prévention et dans de l'après-kiné. C'est une autre forme de kiné, mais moi, je trouve qu'il est tout aussi importante, mais qu'on a très peu et qui est un peu mal considérée. Et toi, c'est ce que tu préfères faire plutôt qu'être en cabinet? Ça te stimule moins? J'aime être au contact des gens, mais j'ai aussi ce besoin de faire du sport et d'être et ouais, voilà, j'ai ce besoin de toujours faire du sport. Et je sais que si j'étais en kiné libéral, je ne pourrais pas faire ce dont j'ai besoin et du coup de pas me sentir bien. Et du coup, j'ai trouvé cette solution de pouvoir aider les gens, de discuter avec eux, d'avoir cette proximité et pour autant, moi, avoir ce dont j'ai besoin. Et du coup, d'être en parfaite harmonie avec moi-même. Tu dois connaître Amandine Léger, Amandine Wellness, anciennement. Oui. Sur les réseaux.
Ouais. Oui, Je ne sais plus quel est son nom parce que je sais qu'elle a changé de nom et qu'il y a eu plusieurs pseudos ou quoi. C'est vrai, Mais, ouais. Foncez écouter l'épisode que j'avais fait avec, je m'adresse à ceux qui nous écoutent là, le 63 avec Amandine justement. Foncez l'écouter si c'est pas encore fait. Ça va vous parler. J'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode de la part de femmes aussi, de filles. Parce que il y a une identification forcément et qu'il y a un parcours intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, tant que j'y pense, s'il y a des femmes qui nous écoutent actuellement, qui découvrent le podcast, foncez aller écouter le 88 avec Maëlys Lafrogne. Écoutez les podcasts avec les hommes aussi. C'est pas ce que je suis en train de dire. On n'est plus dans la séparation. Mais parce que c'est intéressant comme parcours d'une fille qui Maëlys qui est ostéopathe aussi. Qui est dans le coaching aussi et qui est assez balèze, tu vois, et comment elle gère un peu ce regard des autres et comment elle s'occupe de la santé des autres et s'occupe d'elle-même. Non, hyper intéressant, un gros parcours intéressant. Si Lauriane, je te les recommande. Si tu sais pas quoi faire à un moment donné en faisant la cuisine ou en je sais pas sur ton trajet pour le surf, je pense que ça va te parler entre Amandine et Maëlys. Est-ce que tu as confiance, on s'approche de la fin, est-ce qu'aujourd'hui tu as confiance, on peut dire que tu es quelqu'un qui a confiance en toi avec une masse de personnes qui te suivent, avec ce succès sportif et en même temps professionnel, dans ta tête comment tu te sens? Est-ce que tu es confiante à 100%? Est-ce qu'il y a encore du travail? Par où t'es passé? Je suis curieux. J'ai encore des doutes, hein. Je pense que ça c'est normal. Moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup déjà habituellement, mais ça m'a aidé, tout ce qui m'est arrivé, ça m'a aidé à énormément prendre confiance en moi et à me sentir mieux, à accepter les choses, à relativiser sur les choses qui peuvent m'arriver. Donc je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus apaisée. Et après jamais à 100%, c'est pas possible, mais beaucoup mieux en tout cas. Des nouveaux projets, des programmes, tu m'as dit qui vont arriver, ou d'autres choses. Je sais que tu as écrit un bouquin aussi. On y reviendra après, hein, à la fin. Mais je laisserai les liens dans la description. On va y revenir un par un. Là, je viens de sortir du coup ce que je disais, le programme 100% bien-être qui est visé plus à retirer le stress, donc qui est basé sur des choses que j'ai énormément fait en tant que sportif de haut niveau pour la gestion du stress et en mélangeant aussi à de la kiné. Et pour permettre, parce que je sais que le stress a beaucoup d'effets négatifs sur le corps. Et du coup, j'ai voulu créer un programme qui permette, parce qu'on n'en trouve pas réellement sur le net, et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de bénéfique pour les gens et qui pourrait leur apporter un bien-être, quoi. Donc, il y a ça. Et puis après, pour le surf, là, j'ai une compétition ce week-end, c'est les championnats d'Aquitaine. Donc, qui a été reporté déjà 3 fois, ça devait être en juillet. Donc, on verra bien ce que ça va donner ce week-end. Donc, c'est un petit défi aussi, parce que j'aime bien ça. C'est ta première? Non, j'avais déjà fait les championnats des Landes, où j'ai fait 5e l'année dernière et 7e cette année. Et du coup, là, c'est les championnats d'Aquitaine. Par contre, c'est la première fois que je fais les championnats d'Aquitaine. Ok, bon, on se suivait. Quand l'épisode sera sorti, la compète sera déjà passée, donc il y aura plus de suspense. Mais bon, j'espère en tout cas que ça va bien se passer, que tu vas cartonner. Tu te vois comment dans les années qui suivent, dans 5-10 ans? Est-ce que tu penses rechanger comme ça d'activité sportive? Tu penses peut-être t'installer en kiné? T'as une idée ou vraiment tu vas te laisser porter? Non, je sais pas du tout, parce que il peut se passer tellement de choses dans la vie que c'est difficile de prévoir. On peut essayer d'imaginer un petit peu, mais quand je vois qu'il a pu, par rapport à ma blessure au dos, comment ça peut changer un avenir. Quand j'étais petite, j'ai eu une maladie où j'ai failli mourir, où pareil, ça aurait pu changer mon avenir. Oui, ah oui, bien le changer, ouais. Donc, oui, non mais ok, je savais pas. Quand j'avais 8 ans, j'ai eu une méningite à méningocoque et j'étais en Espagne et donc en fait ma mamie m'a emmenée à l'hôpital et si elle m'avait pas emmenée, il me restait à peine 3 heures pour continuer à vivre. Donc ça a été heureusement qu'elle m'a emmenée, quoi. Donc ça a été un peu compliqué, je suis restée très longtemps à l'hôpital. Et du coup, c'est les choses comme ça qui me montrent que la vie peut être très courte, où il peut se passer beaucoup de choses. Et donc il faut vivre et profiter pleinement et on verra après. Il faut prévoir des choses de l'avenir, c'est évident, mais les figer, c'est pas possible. Il faut essayer de faire les choses petit à petit, d'avancer et puis de voir où ça nous mène.
C'est quoi pour toi le meilleur conseil santé pour ceux qui nous écoutent, si tu as la priorité par rapport à toi, ce que tu as vécu ou ce que tu peux voir, avec qui tu peux communiquer sur les réseaux, c'est quoi qui manque le plus important? Il faut s'écouter et il faut énormément s'écouter, prendre du temps en fait pour soi-même. Parce que souvent on prend du temps pour les autres, on prend du temps, on fait tout ce qu'il y a à faire à la maison, le travail, même avec les amis, mais on prend pas beaucoup de temps pour soi-même. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est prenez du temps pour vous. Ça vous aidera énormément pour aider les autres, pour être bienveillant envers les gens et vous accepter tel que vous êtes. Et je pense que c'est le meilleur à faire. J'enchaîne avec les petites questions que j'ai toujours vers la fin, quand on arrive vers la fin de l'épisode. Comment tu manges? Ça ressemble à quoi ta journée et tes repas? Est-ce que t'es strict? Est-ce que t'aimes bien manger des conneries, enfin des saloperies? Alors, je suis très gourmande, mais pas de saloperies. De bons plats bien gourmands, de style fondue savoyarde, raclette, une bonne côte de bœuf. Je mange de tout de manière équilibrée. Et après, je fais des repas où je vais me faire plaisir, très gourmand. Surtout avec ma famille, on est espagnol, on adore les apéros et bien manger. Les tapas, les tapas, enfin voilà, on adore les bons plats. Puis mon père cuisine très très bien, il adore ça. Donc du coup, c'est vrai qu'on mange beaucoup, surtout le week-end. Donc le reste de la semaine, en fait, je vais essayer de faire attention pour garder un poids stable et en forme, quoi, parce que c'est le mieux pour être en bonne santé. Donc ouais, t'as une diète? Non, enfin, je vais manger en petite quantité. Je vais, par exemple, mon petit déjeuner, ça dépend, mais en ce moment, c'est du pain complet ou du pain aux céréales avec soit de la protein cream de chez Foodspring ou soit du Saint-Moré avec du jambon et un petit thé et des fois un petit fruit, ça dépend. Donc ça, c'est un petit déj, voilà, qui est tout simple mais qui est très bon, enfin moi qui me satisfait bien. Et après le midi, ça peut être une viande ou un poisson avec des féculents, des légumes, des fois un peu de fromage, ça dépend des fois. Et un dessert, donc un fruit, une compote, des trucs des fois au chocolat, mais ça j'en mange pas très souvent. Et puis des fois je prends un goûter, ça dépend si j'ai faim ou si j'ai un entraînement ou ce qui s'est passé dans ma journée. Et le soir pareil, une viande, un poisson, des féculents et des légumes. Et enfin voilà, ça reste très simple en fait. C'est juste qu'après je vais pas prendre des quantités énormes, j'essaie de faire attention aux quantités et puis voilà. En fait, rien d'extraordinaire. Ouais, non, mais alors, c'est marrant parce que c'est exactement, c'est rien d'extraordinaire c'est ce qu'on pourrait appeler une alimentation normale, entre guillemets, c'est celle dont on a besoin, composée d'à peu près tout ce qu'il faut. Et ça se rapproche de ça se rapproche. C'est plutôt la nourriture de type fitness qu'on nous vend dans les contenus fitness, en fait, se rapproche. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié ça quand je suis tombé dedans, c'est que ça se rapproche d'une alimentation qu'on est censé avoir de manière normale. Alors des fois avec des proportions qui peuvent varier, mais ce que tu viens de décrire n'a rien de comme tu le dis, en fait, c'est banal, quoi. Mais c'est banal dans le sens c'est ce que ton corps a besoin, en fait. Oui, complètement. En fait, je veux plus manger des choses que, par exemple, des fois j'ai besoin de plus de lait, je vais boire plus de lait. Des fois j'ai besoin de banane. Des fois j'ai besoin de mon carré de chocolat. En ce moment c'est mon carré de chocolat avec mon thé. J'en ai besoin, je le prends. Combien le pourcentage de cacao? C'est un chocolat pâtissier, donc c'est pas du 60, ça doit être du... C'est bien sucré le chocolat pâtissier, donc je sais plus, c'est 50 ou 60%, je pense. Je sais pas, noir pur. Non, j'aime pas trop quand c'est trop noir. Ah ouais, alors moi j'ai un pote, c'est pareil. Pourtant moi c'est 90% pour moi, c'est le meilleur compromis. Voilà. C'est trop chocolat pour moi. Ouais, mais voilà, après c'est une question de goût, c'est vrai. Mais moi j'aime bien un petit peu sucré, chocolat pâtissier. C'est vrai que en théorie c'est pour pâtisser, mais moi c'est pour manger. Bon, ok. Est-ce que tu t'entraînes? Enfin, tu vas au sport tous les jours, mais est-ce que tu fais de l'entraînement aussi un peu type, je sais pas, tu fais des pompes chez toi, des squats, tu travailles d'autres aspects que uniquement le surf en ce moment? Alors moi j'ai plein de choses. Je fais le surf, ça c'est quasiment tous les jours et plusieurs fois par jour suivant les saisons et suivant les vagues et suivant la météo parce que c'est très variable par rapport au tumbling, donc faut vachement s'adapter. Et après je vais faire du renforcement au niveau des jambes, des squats et en salle, des squats, presse, tout ça en fait pour renforcer les jambes et le dos.
Et après, j'ai aussi mon renforcement au niveau des abdos, parce que je le sens dès que j'arrête moi aussi, parce que des fois, voilà, j'ai envie de faire autre chose, donc j'arrête de faire mon programme. Puis là, je recommence à avoir mal un petit peu au dos et je me dis, ah oui, en fait, il marche bien, même pour moi-même. Donc ça, et puis après, je fais aussi pas mal d'étirements, de souplesse, pour garder voilà des muscles en bonne santé, et puis des articulations souples, quoi, aussi. Ça ressemble à quoi les sessions? 20 minutes, 30 minutes, 1 heure quand tu fais De surf ou de... Non, ouais, les renforcements. Alors, abdos, c'est entre 10 et 20 minutes. Étirement, là, je suis un peu plus longue parce que je traîne et que j'aime bien ça. Donc, je peux facile faire 30 à 40 minutes, mais on peut faire beaucoup moins. Mais moi, j'aime bien, alors du coup, je traîne un peu. C'est le moment où je me relaxe. Ouais, il faut bien avec toute cette activité à un moment donné. Le sommeil, marmotte. Une marmotte, bon, putain. Je dors beaucoup. Tout ce qui... Ouais, j'ai besoin de dormir énormément. Il me faut facile 8h30 de sommeil complet. Donc, est-ce que tu prends des compléments aussi alimentaires? T'es chez Foodspring. Ouais. Alors non, je prends juste des fois les vitamines quand je sens que voilà, ça arrive l'hiver ou que je commence à être fatiguée, je prends une petite cure de vitamines. Mais sinon, je prends pas spécialement. J'en prenais quand je faisais du tumbling à haut niveau. Mais maintenant, avec le surf, j'en fais quand même beaucoup, mais j'ai plus besoin de récupérer aussi vite. Donc après, c'était quoi que tu prenais par exemple? Je prenais les BCAA, ou je prenais aussi beaucoup d'énergie aminose pour les entraînements, pour avoir la patate. Que maintenant, si je suis un peu plus fatiguée, je fais repos et je vais le prendre si comme voilà, j'ai besoin de m'entraîner plus parce qu'il y a la compétition qui arrive ou autre, mais je fais plus autant qu'avant. Très bien. On va passer aux 3 dernières questions habituelles, et la première étant si on pouvait revenir, t'as 28 ans aujourd'hui, donc 10 ans en arrière, ça me paraît bien, 18 ans. Oui, c'est ça, j'ai fait le calcul, c'est ça, je me suis pas trompé. Je vais pas dire de conneries. C'est quoi le meilleur conseil que t'aurais eu besoin d'entendre entre 18 et 20 ans? Toujours croire en ses rêves. Non, toujours croire à ce qu'on veut, ce qu'on est en train de mettre en place, et même quand ça commence à devenir difficile, il faut toujours y croire parce que ça finit toujours par payer. Et même encore maintenant, des fois quand j'y crois plus, quand j'ai des périodes difficiles, je me remémore ça et je me dis mais t'as toujours cru et à chaque fois ça a payé, donc là continue d'y croire et ça finira par payer. Parce que quand on entreprend quelque chose, il y a toujours des difficultés. C'est impossible que ce se passe toujours bien. Il y a toujours des moments où on perd espoir, où c'est difficile, et finalement c'est là qu'il faut s'accrocher parce que c'est en continuant à s'accrocher que ça finira par payer. Donc je me dis qu'il faut toujours continuer à y croire. Et généralement, plus ça vaut le coup, plus les obstacles sont grands et nombreux, généralement. Mais bon, ça. Ouais. C'est pour ça que ça vaut le coup d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor ou une mentor? Non. Non, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont entourée, qui m'ont apporté leur expérience, chacun à sa manière. J'ai eu pas mal de belles rencontres dans ma petite vie, mais jamais réellement une seule personne. Mais ouais, j'ai eu un bel entourage en tout cas. Je vais rajouter une question que j'avais posée, c'était l'épisode la première fois avec Enzo Fukra, je crois, et je m'étais dit tiens, finalement elle est pas si intéressante, et en fait elle est peut-être intéressante parce que j'aime bien ta philosophie, et j'ai envie de te demander si demain tu devais apprendre une mauvaise nouvelle. La question originelle était si demain tu devais mourir, mais bon, c'est un peu con. Mais si demain t'apprenais une mauvaise nouvelle sur toi-même, tu vois que tu te restais plus beaucoup de temps à vivre, qu'est-ce que tu penses que tu ferais en priorité? Très bonne question. Qu'est-ce que je ferais en priorité? Je me suis jamais posé la question. J'aurais besoin de continuer à partager, ou de partager aux personnes proches de moi de tout ce que j'ai appris, de le faire vite, quoi, de donner tout ce que j'ai à donner en fait, et ensuite partir en voyage dans un endroit paradisiaque pour finir ma vie. Terminé. Ok. Bon, je sais pas si je la garderai cette question parce que elle est dure, elle est difficile en général.
mais je me dis des fois il peut sortir quelque chose de truc et puis et de toute façon on se rend compte souvent que c'est dans ces situations-là on a tous plus ou moins les mêmes pensées, c'est profiter, c'est redistribuer, c'est retransmettre à un moment, c'est lâcher toutes les conneries qui est dans lesquelles on est enfermé pour rester dans ce qui est important. Donc je sais pas si je continue à la poser. Mais en même temps, c'est intéressant de toujours le rappeler parce que ça peut peut-être faire prendre du recul sur les trucs actuels. Ouais. Bah, c'est pour ça que le mieux, c'est de le faire continuellement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de vivre comme si demain allait s'arrêter, comme ça on aura fait tout ce on aurait pu, quoi. Et pas de rester enfermé dans un schéma et d'être malheureux en permanence. C'est se dire, ah bah si je vais faire ça, je vais être heureux. Non, fais-le et tu seras heureux. Et comme ça, tu manqueras de rien. Est-ce que tu as un bouquin à me conseiller ou à conseiller aux auditeurs, quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose que tu as lu récemment que tu as aimé? Alors moi je lis souvent, mais c'est vrai que je regarde pas, enfin je m'attarde pas toujours je retiens pas en fait les titres, les auteurs, tout ça. C'est vrai que je lis et donc là j'ai pas de livre particulier. C'est pas grave. Bon, si t'as une idée, tu me l'enverras. Enfin, si t'as quelque chose qui te revient, genre ah oui, ce livre, il a été absolument extraordinaire, tu pourras me l'envoyer. Et comme ça, je le rajouterai. Sinon, ben écoute, c'était un plaisir, Lauriane. J'espère que je t'ai pas trop malmené. J'ai essayé d'être sage. Voilà. Bon, je suis pas connu pour être forcément très pour être très méchant dans les interviews. Au contraire, moi, non, mais d'aller chercher plus en profondeur. Un peu plus des fois, essayer d'aller creuser là où on pourrait s'arrêter, et en fait c'est en creusant un petit peu plus qu'il peut apparaître des choses, même si des fois on frôle la gêne ou le c'est toujours délicat. C'est que ce que je disais quand j'avais fait l'épisode avec Michael Louvel, c'est que je veux jamais aller trop loin dans l'intimité sur comment ça s'est passé, parce que il y a quand même un respect à avoir sur tu vois, on veut pas faire de sensationnalisme, mais en même temps ce sont des questions que tout le monde se pose, et moins on en parle, plus ça reste tabou, ça reste gênant, et plus on en parle, plus peut-être ça va délier les langues. Et puis enfin là il y avait pas de truc à délier particulièrement, mais donc non, mais oui, d'en parler, moi ça me permet d'expliquer les choses aussi et de comprendre ma philosophie aussi, donc c'est pas une mauvaise chose. Où c'est qu'on te retrouve? Sur Instagram. On recommande. Quelles sont tes meilleures recommandations si on veut suivre ce que tu fais, si on veut voir ce que tu proposes en termes de programme? Est-ce que je sais que t'as pas de chaîne YouTube par exemple, mais c'est dommage, ça serait super qu'on te voit sur YouTube en surf, parce qu'il y a pas beaucoup de Français. Je vais peut-être essayer. Là, je commence à me dire qu'il faudrait que ce serait bien. Donc peut-être bientôt. Ok. Ça arrive. Et après, sur Instagram, un petit peu Facebook, mais pas trop. Et après, sinon, mon site internet, laurianelemperun.com. Eh ben, si vous avez été alors convaincu, non, pas forcément convaincu, mais que vous avez trouvé ça intéressant, déjà allez suivre Lauriane sur son profil Instagram, comme ça lui fera un abonné de plus. C'est toujours intéressant. Non, mais au-delà de ça, regardez un petit peu ce qu'elle fait, et puis allez regarder son compte aussi, son site, parce que c'est intéressant. Là, si vous souffrez de dos ou quoi, allez jeter un œil. Je laisserai tout ça dans la description. S'il y a d'autres choses à mentionner, ça sera dans les notes, enfin description, notes de l'épisode comme d'habitude. Lauriane, est-ce que tu as un message à faire passer ou un dernier mot à dire avant qu'on conclue? Non, c'était un plaisir. C'était vraiment sympa de pouvoir partager tout ça. Et puis, j'espère que ça a intéressé nos internautes. Ok, je pense que oui. Faites-nous vos retours, c'est le moment. Partagez en story sur Instagram. Prenez une capture d'écran, mentionnez mon compte, mentionnez le compte de Lauriane. Vous avez tout ce qu'il faut. Partagez, envoyez-le à vos amis si vous connaissez des gens qui sont dans ce milieu-là, qui ont dans la gymnastique ou le tumbling ou le surf ou bref, qui peuvent se reconnaître, ou tout simplement en fait, balancer le podcast, partager le podcast, parce que comme ça le fait grossir, je gagne de l'audience, non, mais c'est aussi un truc à la fois égoïste et généreux, tu vois. On est toujours dans cette dualité. En tout cas, moi, je suis toujours dans cette dualité. Donc c'est ça. Abonnez-vous au podcast. Si vous voulez pas louper les suivants épisodes, abonnez-vous sur Apple Podcast, sur Spotify, sur No Minutes, sur Google Podcast, YouTube. Ceux qui préfèrent être sur YouTube, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi? Si, aujourd'hui on voit l'intérêt. Mais habituellement, quoique non, je suis pas en train de dire que mes autres invités sont moches, mais non, c'est un podcast, donc c'est quand même mieux à l'écoute.
Mais non, c'était très agréable. Et puis abonnez-vous, inscrivez-vous à la lettre biomécanique, à la newsletter du podcast que j'envoie une fois par mois où je fais un petit récap. J'essaie de donner des conseils aussi dans mon genre en termes de santé. Elle est gratuite, donc profitez-en. Il y a toujours un récap sur les épisodes du mois précédent, des petites actus, des petites nouvelles, des questions, des réponses, des choses comme ça. Et puis quand j'ai une annonce à faire, je la fais sur la newsletter. Voilà, c'est un peu mes contacts privés. Le lien, c'est le premier qui est en description, biomécaniquepodcast.com/lettres. Pour ceux qui sont intéressés, juste allez cliquer sur la page, lisez. Ne serait-ce que lisez la page si ça vous intéresse ou pas, et puis vous pouvez rentrer vos contacts. Je crois que j'ai tout dit en termes de fin. Je vérifie comme d'habitude sur ma petite note. Non, hein, c'est bon, on est bien. Laissez une note sur Apple Podcast, laissez une note ou laissez un commentaire, faites-moi vos retours. Envoyez un message à Lauriane aussi. Ça, je le dis pas beaucoup et je vais essayer de me le noter pour le dire plus. Allez-y, partagez les remerciements sur les comptes en message aux invités. Moi, quand j'ai des invités qui reçoivent beaucoup de messages de remerciements, de super parcours, génial, merci d'être passé, merci d'avoir expliqué tout ça. Généralement, ils me les montrent et regardent. Donc, moi, je suis content. Donc, envoyez-moi vos retours à moi si vous voulez pour me remercier ou pour me soumettre des invités, oui. Mais n'hésitez pas à bombarder de remerciements mes invités sur leur réseau parce que ça fait toujours plaisir, surtout quand on a eu des discussions et que des fois on va dans un peu plus en profondeur que ce qu'on pourrait sur un post Instagram. Je finis ce monologue là, je vous dis à la semaine prochaine. Lauriane reste avec moi 30 secondes. À lundi prochain, écoutez tous les podcasts, faites-vous plaisir, il y a du lourd, les invités sont intéressants et il y a encore du lourd qui arrive. Merci et portez-vous bien, bye.